Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve à Flower Brunch à Paris pour une session de coworking avec Ilona, qui est réalisatrice. Après avoir passé une jeunesse aux quatre coins du globe, elle a fait des études de cinéma à Paris et aujourd'hui elle réalise des clips musicaux et des publicités, mais aussi de la fiction et des courts-métrages. Tout ça en s'étant lancée seule et à son compte. Alors on va découvrir comment elle a fait, quelles ont été les étapes clés de son parcours et à quoi ressemble son quotidien aujourd'hui. C'est parti! De toute façon, on est là pour faire du coworking, hein, de base. Ça vous? Putain, j'aurais dû ramener mon ordi. Bah ouais, je suis un peu déçue là. Je voulais que tu fasses du montage en live. Mais ça t'arrive souvent de faire du coworking, de sortir, travailler, De temps en temps, j'irai derrière. J'aime Ok. Voilà, c'est un peu galère. Ouais, non, mais voilà, c'est vrai que ça fait du bien, quoi, de changer un peu d'air par rapport à quand on est chez soi. Après, peut-être toi, niveau matos, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est hyper contraignant. Donc, j'y vais en général quand j'ai des petites tâches d'organisation, d'admin à faire. Ouais. Mais pas Genre faire du montage en extérieur, c'est pas efficace. C'est moins efficace. Après, je monte de temps en temps sur mon ordi portable quand j'ai vraiment envie. Pas m'asseoir au bureau. Enfin, quand j'ai pas envie de m'asseoir au bureau, mais ouais, tu peux pas non plus tout faire avec. Donc, c'est genre pour du des rushs, je fais des petites tâches simples. Ouais. Et ce que je veux dire. Non, mais t'inquiète. Et parce que du coup, toi, tu travailles souvent depuis chez toi, un peu en mode seul, du coup, comme moi au final. Et ça t'arrive aussi de faire des sessions, genre tu vas travailler avec d'autres freelances ou d'autres gens qui taffent dans le milieu audiovisuel. Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Après, je sais pas, c'est vrai que souvent ça se transforme vite en session de discussion, de Ouais. catch-up. Ça fait beaucoup de vie avec la personne. Ouais. Donc c'est un peu une habitude qu'il faut instaurer. Et puis au bout d'un moment, ça vient tout seul, je pense. Ouais. Mais tu sais trouver les bons partenaires de travail. Ouais, non, c'est sûr. Les gens qui vont arriver quand t'as besoin de te concentrer, te laisser un petit peu, qui ont aussi des choses à faire, parce que des fois, t'as des gens qui disent, oui, je suis dans ce café, viens si tu veux, on passe et au travail. Et des fois, ça m'est arrivé que, genre, t'as des potes qui arrivent et genre, je suis en mode, t'as pas pris ton ordi, tu vas pas travailler plus. Ça fait là, en mode, genre, non, bah, moi, je vais blablater, je vais te raconter ma life et tout. Ah, c'est trop ça, toi, t'essayes de... Et je suis là, genre, ouais, du coup, bon, bah, je vais pas écrire mon mail maintenant. Ouais, exactement. Bon, je vais ranger mon drive, C'est ça. Mais en même temps, je pense que, tu vois, les gens qui sont dans les bureaux ou même, bon, je sais pas comment ça se passerait toi, si t'es dans une vraie société de prod ou quoi, mais genre, j'imagine, t'aurais toujours un peu ce truc aussi des collègues, de la machine à café, Ouais, c'est vrai. truc qui te dérange. J'ai taffé dans une agence et c'est vrai qu'ils étaient assez chill, tu vois, assez zen. Donc les pauses café devenaient souvent assez longues. Mais après, ils avaient quand même leur poste de travail assez renfermé, séparé. Par exemple, les monteurs étaient avec les monteurs, les interprètes étaient avec les interprètes. Donc il n'y avait pas de cafouillage, pas de gens qui s'étaient roupés, etc. Donc c'est plutôt pratique. À part pour du travail, évidemment. Donc c'était super utile, au contraire. Je vais demander d'aide à des collègues, etc. Ouais. C'est un peu Ouais, c'est sûr que ça te permet de te faire avancer plus vite quand c'est sur des projets. Des fois, tu bloques et si t'as quelqu'un qui maîtrise un peu les mêmes compétences et qui tu peux discuter et tout, c'est exactement, ouais. sympa, quoi. Et du coup, je me retrouve à le faire avec ChatGPT. C'est vrai? Ah bah ouais, de temps en temps. Est-ce que tu lui parles vraiment genre comme une personne en mode coucou, ça va, tu fais quoi aujourd'hui? Je vais être honnête avec toi, oui. Un petit peu, moi aussi, des fois, ça m'arrive. Mais après, vraiment, il te donne de meilleurs résultats quand tu lui dis bonjour et t'es sympa avec lui, Ok. quand tu l'insultes, quoi. Donc, tant qu'à faire. C'est sûr. Et ça te donne un petit peu l'impression d'avoir une vraie conversation, donc c'est un petit peu bizarre. Ouais. Mais il est de bons conseils. Et c'est vrai ce que je vais dire, mais ça te fait pas, entre guillemets, perdre du temps quand t'es en pleine session de travail, tu te poses une problématique, est-ce que j'ajoute ça au devis ou je le fais pas? Il va te prévenir direct, il y a pas de bonjour, ça va. Oui, et puis même si tu te poses une question, t'as envie de pas le calculer, tu le enchaînes direct sur le sujet d'après. Exactement, Il va pas mal le prendre. Ah ouais, t'es en train de taper, en fait. Non, tais-toi, c'est pas ça que je t'ai demandé. Reprenons. Exactement, donc techniquement, c'est comme si t'allais sur Google, tu tapais ta question, ou t'allais sur Reddit, peut-être, trouver quelqu'un qui y répond. Vu qu'il est nourri de ça, en plus, ouais. Et ça, t'as la version payante ou la version gratuite? Pour l'instant, la version gratuite. Je sais pas ta disposition, mais les fonctionnalités payantes pendant quelques temps. Donc ça, c'est pratique. Tous les jours, t'as quelques tokens. Mais je pense à investir dans la version. Ouais, si tu utilises beaucoup. Ouais, là, ça fait environ un an où je l'utilise. J'attends de voir sur la deuxième année comment ça va se passer. Ok. Et c'est plus du coup sur les tâches administratives ou alors sur la partie créative des fois, je sais pas, ça me fait peut-être des recherches pour un scénario, je sais pas, tu te dis qu'il peut t'apporter des éléments pour créer ton contexte. Effectivement, ça peut aider dans différents types de tâches, notamment pour le brainstorming, que ce soit sur des idées créatives, ou bien sur, comme je disais, des tâches administratives, ou quand, je sais pas, il y a un truc qui me paraît, exemple, un peu tendu dans une relation client, comment je pourrais aborder ça, ou reformuler peut-être on appelle ça, un CV, une lettre de motivation pour un entretien d'embauche, comme ça. Donc, ce serait plus comme un assistant, en fait, avec qui je peux échanger de temps en temps.
Après, je trouve que pour la phase créative, il y a quand même des limites à mettre. Quand je dis que je m'en sers pour la phase de brainstorm, c'est vraiment très très large. J'essaie de moi-même pas lui donner des idées pour pas le nourrir. Donc Ah ouais, on se trouve qu'il te donne des trucs trop orientés, enfin il essaie de... déjà oui, ça peut arriver. Il va très vite dans le cliché, hein, ça c'est évident. Oui. Et disons que vu qu'il se nourrit des choses qu'on lui donne pour faire son algorithme après avec d'autres utilisateurs, je vais pas lui donner. Ah oui, ok, t'es là en mode je garde ma propriété intellectuelle, ok. Exactement, un petit peu quand même. Ah, parce que je savais pas ça, il se nourrit de ce que tu lui donnes comme contenu, il peut le ressortir à d'autres personnes. Alors, tel quel, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il l'ajoute à sa base de données, qui est quand même immense. Sûr. Et c'est à prendre en Parce que sinon, ce serait un peu chelou. Imagine, tu lui racontes n'importe quoi en mode alors la guerre de 100 ans a duré 300 ans et genre il t'inspire de ça pour répondre. Peut-être que ça arrive, hein. Je sais pas du tout trop comment ça fonctionne dans les dessous de l'intelligence artificielle. Moi, ça m'arrive des fois de l'utiliser, tu vois, quand je cherche par exemple des noms pour des entreprises ou tout. Ça m'arrive des fois de faire des prestations de naming où en gros t'as des gens qui sont là, ils ont un business mais le nom il est éclaté, genre ils ont mis leur nom de famille ou des trucs, enfin je sais pas comment dire, ça reflète pas vraiment ce qu'ils veulent. Ok. Et des fois de lui demander genre des champs lexicaux, genre donne-moi des noms en 3 syllabes qui donnent un petit peu cette sensation-là. Et au moins là, il te donne plein de noms à la chaîne. Et des fois, ça te permet d'aller un peu plus vite dans dans l'inspiration. C'est comme ouvrir un dictionnaire, sauf que ça va un petit peu plus ouais. Bah sinon, en fait, avant, je faisais quoi? Bah, je faisais moi-même mes recherches sur Internet, synonymes. Je passais 10 heures dessus, rechercher tous les synonymes, les trucs. Et après, ça va plus vite, quoi. Ouais. Ouais. Et je me demandais, est-ce que dans le milieu audiovisuel, t'as ce truc un peu de compétitivité, solidarité, comment ça se... Quand tu rencontres d'autres personnes, soit que tu les contactes pour faire un projet ou que tu cherches des gens pour travailler sur un film, etc. Comment ça se passe? Ou peut-être ça a aussi des différences entre quand tu étais à l'école puis dans le milieu professionnel. Est-ce que tu as vu un petit peu des... Effectivement, je note une grosse différence entre la compétitivité et la solidarité en école, dans les études ou à la fac aussi. Et après, quand tu évolues dans ta carrière après, typiquement, c'était beaucoup plus compétitif avant, en tout cas dans la relation à l'autre, parce que en école, on va se battre pour qui va pouvoir réaliser un projet, puisqu'il y a un projet à réaliser pour 30 étudiants, donc ce sera qu'un qui sera réalisateur. Ah ouais. Et parfois, certaines écoles peuvent, je pense que ça c'est un peu dans toutes les grandes écoles, hein, peuvent perpétuer, encourager même ce sentiment de compétitivité entre les étudiants, voire même parfois les décourager aussi de suivre une certaine voie. Oui, t'as toujours un peu les favoris, ceux qui sont mis en avant par certains profs. Oui, c'est ça, les profs aigris qui veulent se dégoûter du métier. Il y en a partout de ça, et c'est vrai que faut être assez fort, je pense, quand même, pour suivre des études, notamment artistiques, dans le sens où il faut se forger, il faut croire en soi, avant que les autres croient en nous, en fait. Puis surtout quand tu fais quelque chose de créatif, en fait, ça vient vraiment de toi. C'est un petit peu une part de toi que t'exposes quand tu fais un projet. Et du coup, t'as souvent ce truc, moi ça m'est arrivé plein de fois, j'ai fait bac art appliqué, donc ça fait depuis le lycée que je suis dans des études créatives. Et tu peux avoir des filles qui s'investissent... Moi, j'étais en plus une classe que de filles, donc t'en avais des fois qui s'investissaient de ouf dans des projets. Et quand t'as pas la note attendue, la reconnaissance espérée des professeurs et tout, on vient carrément te casser en disant mais t'as pas compris, il fallait pas faire ça, ou genre on va dire ah non mais c'est un petit peu de mauvais goût ce choix-là, etc., etc. Tu peux pas seulement le prendre personnellement. Et il faut arriver à se forger un peu une carapace de se dire ce que je fais, genre ma production, c'est pas moi, genre ok ça fait ça ne me définit pas. Ah ouais. Exactement. Souvent on vient me voir, mes parents notamment, ah bon, j'ai écrit un film là-dessus, mais ça va, tu vas bien? Tu fais que des trucs suspense, drame, tout ça. Que ça va dans ta vie. Ma sœur, elle m'a posé la question, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire des films comme ça? Mais je sais pas, j'aime juste en voir, en fait. Pas de trauma, je te rassure, pas de meurtre, pas de... Ouais, mais des fois, effectivement, c'est juste un appel, mais quelque part, il y a toujours, même si on le sait pas, on le soupçonne pas, il y a toujours une part de nous dans ce qu'on fait. C'est vrai que ça peut être difficile de se confronter au rejet. Et c'est vrai que quand t'es en études, en école, c'est une phase charnière, parce que c'est la première fois où tu te dédies à 100% à ça. Tandis qu'avant, quand t'étais au collège, lycée, tu faisais plein de choses différentes, et tu cherchais ce que tu voulais faire. Et le jour où tu y arrives, c'est un peu un revers qui peut te prendre comme ça, enfin, d'arriver de face comme ça, et tu t'y attends pas du tout. Donc effectivement, il faut se forger, faut être prêt au rejet, je pense notamment. Oui. Et avoir ce recul de se dire, en fait, je peux prendre des critiques.
pour m'améliorer, il faut prendre ça comme un carburant. Moi, j'essaie de faire un petit peu cette métaphore de me dire, bon, bah, ok, après, il faut aussi faire le pour et contre des critiques. Bien entendu, si c'est le prof qui peut pas te saquer depuis le début de l'année, bon, c'est pas la même chose. Mais dans tous les cas, ça t'apporte quelque chose de te remettre en question. Mais il faut pas non plus que ce soit une remise en question existentielle, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Comme on disait, ça ne te définit pas. Il y a une critique sur ton art et une critique qui te concerne toi, ta personne, quoi. C'est pas la même chose. Oui, mais c'est ça un peu le... Et toi, t'avais directement cette... comment dire, cette prise de distance avec les critiques et les commentaires qu'on pouvait faire sur ce que tu produisais, ou tu l'as appris au fur et à mesure, ou justement le fait de la compétitivité des autres t'a fait un petit peu, je sais pas, émerger un peu ce comportement de faut prendre de la distance? C'est une bonne question. Je pense que ce qui m'a vraiment fait prendre de la distance, c'est le Covid, qui m'est arrivé en plein à la fin de mes études, au moment où j'allais avoir mon diplôme. Et disons que c'était pas des critiques frontales vraiment que j'ai eues sur mon art, parce que c'est vrai que à ce moment-là, les personnes qui peuvent venir te dire ce que tu fais, c'est pas bien, c'est de la dope, etc. Déjà, les gens qui de base te disent t'es une merde et tout, genre, à quel moment Ciao. des trucs comme ça, je pense que, enfin, pour moi, je trouve que ça en dit plus sur la personne qui formule ce genre de critique, juste pour te descendre que sur toi, bah. C'est vrai, c'est vrai. Mais disons qu'il y avait vraiment dans cette compétitivité quelque chose de plus insidieux, où c'était plus de l'ordre de parfois de la manipulation entre les élèves, du bullying, même parfois bullying, Ouais. personnellement. Ça, disons, avec le Covid, ça nous a complètement coupé de la civilisation. Donc, j'ai pu vraiment prendre du recul par rapport à ça et me poser la question, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire après avoir vécu tout ça? Et la question, enfin, la réponse était évidente, moi. Donc, Donc toi, t'as réussi à voir quand même l'intérêt de ta passion derrière et te dire c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, même si dans le milieu de l'école, voilà, peut y avoir un petit peu ce truc d'hypocrisie, on va te dire ah c'est bien et tout machin, derrière on va te descendre, tu vas avoir peut-être des retours. Enfin, je sais pas si c'était un peu comme ça dans son école, mais moi j'ai pas mal de retours de école artistique parisienne, donc c'est un peu cette ambiance-là. je pense qu'il y a eu quelque chose d'un peu particulier avec cette école de ciné, et je me demande si c'est pas lié au fait que c'était avant l'ère MeToo. Parce que quand j'en parle à des personnes des femmes qui sont sorties d'école récemment, elles n'ont pas eu ce vécu-là, et franchement, mais c'est quelque chose que j'ai partagé avec de nombreuses collègues, camarades de mon école, femmes, étant qu'il y avait une véritable discrimination. Par exemple, souvent, on était relégués au poste de régisseuse, d'assistante réelle, de script. Et les postes de réalisation, comme ils se faisaient par vote, ils allaient souvent... C'est par vote, ok. Ils étaient plus nombreux. Oui, c'était par vote, selon qui avait la meilleure idée, qui avait le plus d'amis dans le groupe de tournage, tu vois, surtout. Ah ouais, d'accord. Donc, mais c'est vrai que Mais vote genre à main levée, public et tout. oui, enfin, en petit comité, parfois, dans les Ouais. groupes. Mais Parce que t'as forcément ce truc de ah bah non, si c'est le projet de machin, je vais pas dire que je préfère que ce soit bidule qui soit réalisé. oui, personne ne peut choisir, exactement. Ouais. Et mes amis le disaient justement, bah non, on veut que ce soit Ilona la réelle et tout. Donc, bah tiens, tu serais réalisatrice sur le premier projet de l'année, on n'a pas beaucoup de matériel. Et au dernier projet de l'année, où là, c'est nos projets de fin d'études, tu seras régisseuse. Ouais. Et ma collègue, pareil, elle était, je crois, script ou assistante réelle. Ça, c'est les trucs qui sont... Parce que moi, je ne connais pas trop les différents postes dans... Bah, disons que sur des petits projets de court-métrage étudiants, tu ne connais pas encore vraiment bien les postes. Donc, disons qu'il y a moins de travail à faire là-dessus. Ouais. Tu vas tourner une petite séquence assez simple au début pour tes premiers projets d'études. Et donc, ceux qui vont travailler majoritairement, ça va être les réals, les chefs-op, les assistants caméra, qui sont vraiment au contact avec le matériel. Et toi, quand tu es à la régie, ce qu'il faut savoir sur les tournages, c'est que tu ne touches pas au matériel, tu n'appartiens pas à ton équipe. Donc, tu n'as pas le droit de toucher aux caméras, tu n'as pas le droit de discuter avec le réalisateur. Tu fais juste préparer les sandwichs. Désolé, c'est le cas de le dire. Ah ouais, ok. Et attendre et ramasser ce qui va partir sur le tournage. Enfin, j'exagère un petit peu, bloquer les rues du côté loin de ton équipe qui est en train de travailler. Enfin, c'est plusieurs éléments comme ça, tu te sens vraiment relégué, mise en arrière par rapport à ton équipe. Et cette compétitivité, pardon, quand je dis qu'elle était nourrie par l'école, j'ai fait une année de scénario et à la fin de l'année, pour les projets de fin d'études, les équipes de réalisation choisissaient des scénarios de s'ils étaient en filière dramaturgie. Et c'était en face de tout le monde, à main levée, quel scénario est choisi, qui a plusieurs... Là, il y a qui en a zéro. forcément des trucs d'amitié, tout ça, Ouais, aussi. d'ego qui joue. Après, malheureusement, le milieu est fait comme ça. Donc, d'un côté, c'est peut-être jeté
qui va être jeté dans le grand bain pour plus tard filtrer et c'est les tourtes au reste au final dans le panier de crabe. Et tu dirais que ça t'a beaucoup apporté ta formation ou parce que et par rapport à la vie professionnelle ensuite ça t'a préparé vraiment à ce que t'allais vivre ou en fait c'était un petit peu un microcosme que t'as pas trop retrouvé dans ta pratique ensuite après tu t'es lancé à ton compte c'est peut-être un peu différent mais un petit peu ouais. Alors effectivement le cinéma est un microcosme donc c'était une sorte de comme tu dis une petite société qui s'est créée là et derrière c'est certaines personnes sont restées en contact d'autres non, certaines ont continué au ciné d'autres non mais je pense que ça peut se retrouver partout un petit peu ce genre d'ambiance et notamment globalement dans le milieu mais une fois que tu émerges de ce microcosme dans tes études tu te rends compte que c'est principalement la solidarité qui prime en fait c'est un métier d'équipe c'est pas un métier où on est seul c'est vrai que dans l'auto-entrepreneuriat, on est à son compte, mais sur un tournage, on travaille en équipe, donc il faut se faire des contacts. Et au final, c'est une bonne chose. Au final, il faut pas s'isoler. Je pense que j'ai du mal à m'exprimer un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que ça a été marquant ces années-là. Et je pense que ça m'a donné la force aussi de pouvoir me lancer à mon compte. Sinon, ça aurait été difficile, ou peut-être que je suis sortie, j'ai été monteuse dans une agence et c'était pas du tout ce que je voulais faire, tu vois. Mais j'étais tranquille dans mon petit coin, personne me cherchait des problèmes. Et c'était pas ce que je voulais faire. Donc au final, j'ai commencé à étouffer dans ce taf parce que c'était un taf de bureau. Et paradoxalement, je fais la même chose aujourd'hui à mon compte et ça me réjouit. ouais mais c'est pas la même chose je trouve. En fait, tu sais que ton temps, tu l'investis pour la création d'un projet qui t'est pro. Et tu sais qu'in fine, voilà, ça fait grandir ton portfolio parce que tu as ce truc, comment, certes, tu travailles dans une agence ou dans une boîte, d'avoir la sécurité, tu as des collègues, tout ça, tu te sens pas seul, tu te sens entouré, tu sais que vraiment précisément quelle tâche tu dois faire chaque jour, etc. Mais in fine, tu travailles pour des marques, des clients que tu choisis pas, pour une boîte que tu peux avoir choisi, mais in fine, des fois, t'as même pas le droit en fait de montrer ton travail sur un portfolio personnel, de dire par exemple j'ai travaillé sur tel et tel projet. Ça dépend des contrats de confidentialité et tout, mais du coup t'as un peu ce truc, tu te dis j'ai investi beaucoup de temps sur ces projets et au final je peux juste mettre sur mon CV telle expérience. C'est ça. Et tu peux pas vraiment le prouver parce que, et ça, je pense que c'était le plus dur. Mais ils connaissent pas ton prénom. Les marques qui travaillent pour toi, toi, t'es monteur dans une agence, on connaît pas ton prénom, tu vois. Donc ça, c'est assez difficile, surtout quand tu vois que, déjà, quand ils postent sur leur compte, sur leur site, il y a pas de crédit. Et t'es pas au crédit, quoi. C'est agence quelque chose. Ah ouais, clairement. Et toi, ce truc de reconnaissance, d'être mis en lumière un peu sur ce que tu fais, est-ce que c'est principalement ce qui t'a fait te lancer à ton compte ou je pense que c'est un rêve, surtout d'avoir mon nom sur un générique de fin, sur un écran, dans une salle de ciné. Mais après, si j'avais voulu faire un métier où je suis en avant, j'aurais peut-être été dans l'acting. Tu vois, j'ai commencé par le théâtre plus jeune. trop bien. Et j'en ai fait, tu sais, les ateliers qui sont organisés dans ton collège, dans ton lycée, les week-ends, les mercredis après-midi, etc. Et j'ai toujours eu cette appétence, on va dire, pour la création de personnages, d'histoires. Et puis j'ai découvert le cinéma et c'est là tout de suite je me suis dit mais en fait c'est beaucoup plus l'histoire qui m'intéresse que le fait de la vivre paradoxalement. C'est le fait de la créer, je me trouve plus dans ce poste de chef d'orchestre et véritablement de personne qui vit ce personnage. Ouais, mais ça t'empêche pas d'être quand même mise en lumière. Quand je disais ça, c'était que tu sois reconnue pour ce que tu fais. Effectivement, que ton rêve, c'est de dire un jour sur un écran de cinéma, voilà, il y aurait écrit Ilona Eberi. Je pense comme tout artiste, effectivement, tu travailles dur, tu es du tien. Donc avoir la reconnaissance, c'est le fait de ton travail en fait. Ouais. Enfin, ça porte. Et du coup, toi, ton truc, c'est la vidéo, le cinéma. C'est ce que tu fais aujourd'hui essentiellement. Et comment ça t'est venu? Donc, tu nous as dit que tu as commencé par faire du théâtre. Ensuite, tu as découvert le cinéma. Qu'est-ce qui t'a plu? Est-ce que je sais pas, t'as un moment, genre un film qui t'est dit ce film, il m'a trop donné envie d'être actrice ou d'être derrière la caméra ou comment c'est né un petit peu C'est une bonne question. Alors depuis petite, en vrai, j'ai toujours testé beaucoup de branches artistiques puisque j'avais une sorte de calling entre guillemets. Enfin, je choisis des cours, tu vois, c'est un petit peu fumeux ou pas, spirituel peut-être, mais c'est comme ça que je le ressens. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours adoré lire, écrire, danser, chanter, enfin ce que tu veux. Et donc, j'ai été amenée à tester beaucoup de choses. Et par chance, j'ai eu des profs de cinéma audiovisuel au lycée.
Trop bien. Et je me suis inscrite à cette option. Et en fait, c'est à la fois au contact de personnes passionnées, de mes professeurs qui étaient tellement passionnés, qui vivaient en fait ce qu'ils disaient, qui étaient transportés dans des univers et qui, enfin, je sais pas comment expliquer, mais qui étaient des sentiments partagés en fait avec d'autres personnes. Un mélange de la passion que je pouvais voir chez les autres, en parlant du cinéma, mais aussi en regardant des films. J'ai des souvenirs qui m'ont marqué, pas forcément d'un film en particulier, mais de moments vécus en famille, on va au cinéma et on garde ses souvenirs de notre vie. On rigole ensemble devant Will Dennis, on est émerveillé par, je sais pas, les prouesses de Jack Sparrow, par exemple, enfin, ce genre au final, de moments insignifiants, animés que toute famille a vécu. Je me suis dit, waouh, je veux pouvoir créer ça, tu vois. Ouais, tu voulais vendre du rêve, en fait. Parce que j'ai l'impression ça quand tu dis, ben, on a un peu tout ce truc où tu es devant Pirates des Caraïbes, comme tu citais, ou je sais pas, il y a tellement de films comme ça. Tu te dis, ce serait incroyable. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça t'emmène tellement loin de ta réalité. Ça te transporte et c'est vraiment un peu tu peux créer un environnement complètement, raconter une histoire. Ouais. Et toi, c'est ça, du coup, qui t'animait, qui t'a donné envie de poursuivre, du coup, dans le cinéma après le lycée? C'est ça. Et plus, en fait, j'en apprenais sur le cinéma, tout ce qui était impliqué dans la réalisation d'un film m'intéressait, que ce soit le matériel, le montage, la diffusion. Donc au final, je me suis rendu compte que je pouvais faire que ça, en fait. Ce que j'allais dire, c'est des fois la partie technique, c'est un peu le truc où tu te dis j'avais pas pensé à tout ça. J'ai un peu la flemme d'apprendre tous les trucs électriques. Je sais pas comment faut les micros, la lumière, il y a tellement de choses à gérer. C'est pour ça qu'à chaque fois tu me disais c'est un travail d'équipe parce que t'as besoin d'avoir des gens vraiment spécialisés dans chaque domaine. Il y a plein de corps de métier qui sont amenés à travailler sur un film. Et toi, du coup, tu t'es directement dit que tu avais envie d'être réalisatrice, de diriger un petit peu, chef d'orchestrer tout ce petit groupe ou... Effectivement. Alors, donc pendant mes études, la particularité, c'est qu'on faisait des tournages comme tu faisais. Donc, on pouvait chacun tester des postes différents. Donc, ça m'a permis de tester vraiment à petite échelle. Je vois ces différents postes en même temps que j'apprenais la théorie sur les films, comment on les fabrique. Et j'avais cette certitude que je voulais être réalisatrice. Mais bon, quand t'as 18 ans, tu commences tes études, tout le monde veut être réalisateur, tu vois. Et c'est vrai que dans cette école, un des premiers trucs qu'on nous avait dit, c'était vous ne serez jamais réalisateur. Ouais, d'accord, ils se brisent tes rêves, mais sortent te faire bien comprendre la réalité. Exactement. Ouais, c'est ça. Et puis bon, au fur et à mesure, je me suis dit, c'est vrai, c'est compliqué d'être réel, tu vois, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, essaye de trouver une sécurité, on va dire, donc en faisant du montage. Et puis bon, ça n'a pas marché pour moi, enfin, je me sentais pas bien. Donc, je me suis dit, soit assistante lumière. J'arrêtais pas de penser à être à la place du réal pendant mes tournages, tu vois, donc j'en fais toujours, parce que j'attends d'être occupée avec du matériel. Mais c'est vrai que c'est difficile. À chaque fois, est-ce que tu as tes petites bombes, moi, j'aurais pas fait comme ça. Vraiment, c'est nul. T'as envie de refaire la truc du mec. Un petit chouï. Actually, je rigole. Non, enfin voilà, je suis passée par différents postes. En fait, aujourd'hui, c'est par exemple à côté du community management aussi, qui est quelque chose que j'adore faire, mais c'est pas ma vocation. Donc c'est vrai que des fois, je suis un peu frustrée par le temps que ça prend, alors que je pourrais, par exemple, analyser un film, de regarder une masterclass, même d'être sur un tournage, tu vois, en tant que réel. Mais c'est ça un petit peu aussi quand tu te lances en freelance, donc déjà, moi, je trouve que c'est grave courageux et audacieux de ta part d'avoir fait ce choix de te dire, je vais me lancer en freelance parce que, en plus, en réalisation, c'est un milieu effectivement où t'as pas de mode d'emploi, il y a pas autant par exemple de demandes pour faire des films ou des clips, etc., que de demandes effectivement pour gérer l'image d'une marque sur des réseaux sociaux, qui sont des trucs beaucoup plus communs parce que t'as plein d'entreprises qui veulent communiquer avec des vidéos. Mais c'est sûr que tu te dis réalisatrice, ok, va falloir que vraiment je fasse un peu, j'imagine, du networking pour retrouver un petit peu mon équipe, les gens qui savent manier tout le matériel, selon mes compétences, etc. Va falloir que je démarche peut-être, je sais pas, des gens, écrire des scénarios, aller chercher je sais pas, des bourses ou quoi pour pouvoir réaliser tes projets. Enfin, t'es un petit peu à la création enfin, c'est toi qui dois initier vraiment le projet. C'est ça. Pour qu'il existe. Alors que t'es pas dans une posture où t'attends que des clients viennent te solliciter pour faire telle chose, etc. J'ai un petit peu des deux, on va dire. Effectivement, il y a une grosse partie du travail. C'est comme tu as dit, de chercher des bourses, de travailler à tes projets, d'avoir des choses à montrer en fait aux gens. Mais du coup, je pense comme chaque freelance, le but c'est vraiment que les gens viennent à toi, donc que ce soit par le bouche à oreille ou par la mise en place de stratégies, on va dire marketing, pour que ça commence à rouler tout seul. Parce que là, une chose qui se passe, c'est que je passe énormément de temps sur la prospection. Là, mes 2 dernières journées,
j'ai fait que de la prospection. Et c'est vrai que la partie commerciale, c'est une grosse charge mentale. Elle est assez lourde. Et ça peut parfois prendre le pas sur le créatif, notamment l'écriture des scénarios. Là, ça fait un an, j'essaye de préparer un kit de films de différents genres. Donc j'en suis à 2 sur 10. C'est un peu, peut-être que c'est un gros objectif 10. Parce que ton idée, c'est de faire plein de petits courts-métrages de différents styles pour pouvoir montrer ça à ton portfolio. C'est ça. Alors, là, dans l'idée, j'ai 2 courts-métrages en cours de post-production. Donc, je me relance, puisque c'est compliqué, tu sais, ça y est, lâcher ton film dans la nature, lâcher ton bébé. Et dire c'est bon, c'est fini. C'est ça. Il n'y a plus rien à faire. Donc, je pense que je retarde un petit peu l'échéance, d'autant qu'en ce moment, j'ai beaucoup de demandes pour du clip. C'est super, mais ça fait que comment dire, je vois un petit peu plus sur le long terme mes goals en fiction, en réel de fiction, donc d'avoir mon nom sur les génériques de Marvel, ça le dessiner. Mais c'est une bonne chose, parce qu'au final, peu importe ce que je fais, ça me plaît, tu vois, c'est génial. Le tout, c'est de trouver un équilibre, de pouvoir dédier plus de temps à l'artistique et au projet personnel. Ouais. Bah, c'est sûr que tu dois un peu du coup faire des compromis, j'imagine, entre la partie où toi, tu es vraiment à la création, à l'initiative d'un projet vidéo, ou les projets, bah, du coup, production pour une boîte, pour un artiste qui veut que tu fasses son clip, où là, j'imagine que c'est peut-être plus directement, tu vas mener à une transaction financière, on va dire, qui te permet de vivre au jour le jour, alors que les projets vraiment créatifs, j'imagine que ça peut s'étaler sur des mois, des années avant d'aboutir au produit final, et du coup, bah, c'est à ce moment-là. Enfin, sauf, je sais pas trop comment ça fonctionne de chercher des aides, des financements, tout ça, mais ouais, tu dois un petit peu jongler entre ces 2 parties. Et toi, ça te correspond bien ou des fois tu te dis ah j'aimerais pouvoir vraiment plus me consacrer à la création de tes projets. Disons que, mine de rien, j'ai été pas mal formée, enfin plutôt bien, même formée à la production durant mes études, donc ça c'est pas mal. Donc c'est, je pense, une force que je peux avoir, tout ce qui est organisation, etc. Donc c'est vrai que le fait de mettre en place des stratégies et des plans pour arriver à mes objectifs réels, c'est peut-être la partie la plus facile. La plus difficile, ça va être de le faire, mais surtout d'oser le faire. Comme je disais, t'as ton bébé, ok, je sais ce que je dois faire, je sais à quel festival je peux envoyer mon film, je sais quelles sont les deadlines, j'ai tout noté, j'ai les trucs d'inscription dans une base de données, etc. Mais je le fais pas parce que je me dis attends, je pourrais faire une autre version du montage. Ok, donc toi c'est vraiment plus le truc sauter le pas d'envoyer, de candidater, plus que créer le projet qui crée le plus de friction en fait. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression d'à chaque fois repousser les expériences. Et d'un autre côté, l'art a besoin de temps en fait, a besoin de m'aimer. Ouais. Donc c'est sans doute pour le mieux, je me dis. Mais au bout d'un moment, c'est ça. Ouais. En fait, mais c'est ça aussi un peu qui est compliqué. Je sais pas si c'est des projets que au niveau du montage t'es seul ou est-ce que tu peux avoir le retour d'autres personnes. Mais moi, je sais que des fois, ça m'aide un peu. Des fois, c'est un peu des relations un peu de collègues et tout. Je me dis, bon, ça manque un peu forcément quand tu te lances en indépendant. Mais des fois, c'est ce genre de retour qu'il faut chercher du coup, parce que sinon, à un moment, tu peux pas juste tout faire tout seul. Mais qui te permet de prendre du recul et te dire, ok, c'est bon. Et de peut-être de faire des nouvelles versions. Parce que des fois, c'est sûr que tu te dis t'es pas 100% satisfait du résultat, tu te dis je vais réfléchir, peut-être je pourrais faire ça autrement, etc. Et je trouve que d'avoir les retours d'autres personnes en général, ça te permet d'arriver plus rapidement à une version qui te plaît plus, quoi. Je sais pas si c'est écoute, je suis en plein à cette phase-là, de justement envoyer mon dernier film, la dernière version du montage de ce film à une amie, afin qu'elle me donne son avis, parce que les sujets abordés sont assez délicats. Donc j'aurais vraiment peur avec ce film de faire passer un message complètement différent que celui que j'avais, que l'intention que j'avais en réalisant ce film. D'autant que plus le temps passe, plus je vais être différente de la personne qui a créé ce projet. Donc je vais me sentir en phase avec celui-ci. C'est loin. J'imagine du coup donc là c'est des projets de combien de temps, un montage final ça dure combien de minutes, je sais pas, c'est entre 10 et 15 minutes. Ok. Et par exemple pour faire un montage de 10-15 minutes final, tu passes combien d'heures de montage? Alors, en moyenne, en fourchette, j'imagine. J'avais pas vraiment compté pour celui-là, parce que je l'ai fait vraiment étaler dans le temps. Pour mon dernier film, j'avais compté 2 minutes. Ça m'a pris, je crois que j'avais mis sur Instagram avec plus de 10 heures de travail, un truc comme ça. Ah ouais. Peut-être un petit peu. Je te laisse regarder si tu veux. Mais ouais, du coup, c'est
c'est beaucoup de temps que tu passes face à un écran. Ouais, c'est le même. Tu peux avoir Peut-être vraiment... Excuse-moi, je me perds. Non, t'inquiète. 10 heures pour la faire. 10 heures pour 2 minutes. Pour 2 minutes. Ah là là. Et ouais, donc c'est 10 heures que tu passes vraiment seul et tu demandes des retours à la fin. Oui. Des fois, ça t'arrive de créer même tes... Moi, je sais que je fais ça en design. Des fois, je crée plusieurs versions et je fais une version, je sais pas, où je mets par exemple le titre en bleu et autre, je mets le titre en rouge pour pouvoir comparer. Parce que sinon, en fait, j'arrive pas à avoir... quand je travaille sur un seul et même projet et que je fais toutes les modifications un peu à la suite, à la chaîne, ça, j'arrive pas, j'ai toujours besoin de ce truc de comparaison, d'avoir un retour, soit de moi-même le prendre ou de demander à quelqu'un d'autre, est-ce que je préfère telle version ou telle version. Et ça te prend pas plus de temps à faire au final? Non, alors, en fait, non, ça me permet d'avancer grave plus vite, parce que souvent, en fait, si je reste sur un seul et même projet que je duplique pas, etc., en fait, je galère, j'arrête pas de faire plein d'allers-retours, parce qu'en fait, j'arrive pas à avoir cette vision de si c'est mieux comme ci, comme ça. Alors, je préfère toujours, et c'est à chaque fois ce que je dis aux gens avec qui je travaille ou que j'essaie un peu de former, c'est n'aie pas peur de faire plein de versions et de regarder les différences, parce que sinon, en fait, tu passes des heures sur une mise en page d'un truc, et tu te dis, je sais pas, il y a un truc qui bloque, t'arrives pas à trouver. Et en fait, des fois, c'est tellement simple de, tu dupliques ton truc. Bon, j'imagine que c'est beaucoup peut-être plus compliqué pour un montage de dupliquer le projet, d'avoir les trucs en design, ça va, c'est assez simple. Tu peux facilement avoir les trucs en côte à côte. Et comme ça, tu regardes, en fait, ça te pousse à prendre des choix, des décisions. En fait, je trouve que le processus créatif et surtout la partie production, à la fin, c'est juste un enchaînement de choix. Et tu prends des choix, tu exécutes ce choix, tu prends un autre choix, tu exécutes ce choix, etc. Et si, en fait, t'arrives pas à prendre des décisions, c'est ça, moi, je trouve, qui me fait tourner en boucle. Donc, ce truc de comparer, que ce soit avec toi-même, ou de demander à d'autres personnes leur avis, en général, moi, c'est le truc quand t'as des blocages, c'est le truc qui me permet d'avancer. Bah, effectivement, c'est une bonne suggestion. C'est vrai que, bon, en montage, surtout pour arriver à une dernière version, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'ai ce côté, j'ai pas envie de recommencer à zéro, ça se passe assez facilement. Surtout si tu suis un découpage établi en amont. Et tu t'attends à un résultat final qui est similaire. Et c'est vrai qu'un film a 3 écritures, comme on dit, au scénario, au tournage et au montage, parce qu'il y a toujours des constantes que tu ne peux pas prévoir, un variable qui arrive à ces différents stades. Donc effectivement, sur des projets créatifs, au final, j'ai pas vraiment de deadline. C'est quand je veux que ça sorte. Ça pourrait être intéressant de mettre ce genre de... Quitte à prendre plus de temps pour faire un deuxième stage. À la limite, ça fait silencieux, tu vois. Enfin, je peux trouver des alternatives. Ça pourrait peut-être marcher. Bah après, ouais, je parle d'un process, moi, qui est adapté à faire du graphisme, peut-être pour la vidéo, je sais pas si ça s'adapte. Mais toi, du coup, ça fait combien de temps que tu t'es lancé à ton compte? Ça fait depuis 3 ans, 3 ans et demi. Ok. Donc ça a vraiment commencé à démarrer, je dirais, depuis cette année. Ok, savoir des demandes régulières, etc. Parce que c'est vrai que aussi, je me suis formée en même temps que je me suis lancée. Ça m'a balancé. Après, en général, c'est ce qui se fait. Et au final, ça peut me motiver à te former plutôt que de te former dans le vide. Et au final, ton objectif, toujours le décaler. Ça fait lancer ma boîte une fois que j'aurai appris ça. Attends, il y a encore ça. Donc ça, c'est pour essayer de contre, on va dire. Mais voilà, pour l'instant, je pense que enfin commencer à enregistrer les workflows et à devenir vraiment une businesswoman. Ok, nickel. Mais du coup, ça me fait poser une question. Est-ce que tu te considères plus aujourd'hui comme une entrepreneur ou créatrice? Genre, pour moi, les deux sont liés. ouais, entrepreneur. Bah, les deux, ouais, ça va. Exactement. Parce que t'as toute cette partie, du coup. Je pense que c'est un peu le côté qui peut effrayer des gens à se lancer, de se dire, bah, il va falloir que je trouve mes clients moi-même, que je m'implique, enfin, que je me, comment dire, j'allais dire pas m'inflige, mais que je me mette cette discipline à moi-même, de travail, que je trouve mes process, que je me les applique à moi-même, enfin, en fait, c'est pas juste, le truc de, ok, je fais mon montage, tout seul et tout, comme je veux. En fait, t'as vraiment des deadlines à te poser, t'as ce côté où c'est vraiment une activité professionnelle que tu dois, discipliné, organisé, etc. C'est ça le côté entrepreneur, effectivement, qui pour beaucoup de gens peuvent se dire, je sais pas si j'aurais la maturité de le faire. Et je trouve que c'est bien ce que tu as dit, que toi, en fait, tu as appris en te lançant. Et enfin, pour moi, je pense que mais tout le monde passe par là. Ouais. Et en fait, des fois, les gens ont peur de se lancer parce qu'ils disent, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça.
Mais moi, en fait, je vois pas comment tu peux l'apprendre sans le faire. J'avoue, t'auras beau regarder des tutos sur YouTube, ça sera pas plus que la théorie, quoi. À un moment, je pense qu'il faut juste se jeter dans le bain. Ouais. Et c'est là, d'autant plus, en fait, si tu as cette contrainte un peu de devoir vivre de ton projet. Parce que bon, après, tu as aussi les gens qui se lancent quand ils ont un peu de chômage, etc. Donc, ça permet de, on va dire, temporiser le moment où tu dois vraiment être rentable et tout. Mais ce truc d'avoir la contrainte de, à un moment, faut créer de la valeur. Eh ben forcément ça te pousse à t'améliorer, à mettre en place des process, à te dire bon je peux pas juste improviser le truc. De temps en temps, des jours je travaille, des jours je travaille pas, des jours je me lève à 14 heures, d'autres je continue jusqu'à minuit de taffer. Enfin. Ouais, c'est clair. Notamment, je continue jusqu'à minuit, ça c'est un truc que j'ai eu du temps à dire stop, tu vois. Ouais. Je me suis dit, au bout d'un moment, que je me suis trop concentrée, en fait, sur vraiment trouver un équilibre dans ma vie pro. Et j'avais pas trouvé cet équilibre, je me suis dit, comment ça se fait et tout. Parce que meuf, ta vie perso, elle est complètement déséquilibrée. Ah ouais. Donc, et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut réussir à allier les deux. Et je pense que c'est aussi une des difficultés d'être son propre boss, d'être entrepreneur. C'est de savoir où mettre ses priorités et parfois, et souvent, là, le travail n'est pas la priorité. Donc, t'es plus reposé et dans moins de temps, tu seras capable d'accomplir plus de choses. Tandis que si t'es crevé, ça fait des jours que tu peux faire, je sais pas, 23 heures et tout, tu te lèves à 5 heures le matin, au bout d'un moment, tu pourras plus continuer. Tu vas faire un burn-out. Et je pense que c'est très courant, chez les créatifs, notamment. Clairement, parce que tu peux trop avoir cette culpabilité, surtout quand tu te lances au début, de dire justement quand tu te mets trop la pression de faut absolument que j'arrive à avoir tant de clients par mois, tant de récurrence, de chiffre d'affaires qui rentre, etc. En fait, le temps il est infini que tu peux passer à surtout tu dois gérer à la fois tes clients, tes prestations, mais aussi de faire ta communication. Si tu veux essayer de te faire connaître à un plus large public pour avoir plus de demandes, de gérer ton côté administratif. En fait, t'as tellement de choses que tu peux optimiser pour être grandir, faire croître ton business. Et tu as toujours ce truc un petit peu de dire je fais pas assez, il faut que je sois plus de clients, plus de notoriété, plus de chiffre d'affaires, etc. Que en fait, moi j'ai souvent eu un peu ce truc de je ne m'arrêterai que quand je me dirais c'est bon. Là je suis posée, là je suis sérieuse et tout. Mais en fait le truc c'est que tu peux toujours repousser cette deadline. Tu peux toujours te dire non mais 2 clients récurrents par mois c'est pas assez. Il faut que j'ai beaucoup plus de demandes. Et en fait le truc c'est que du coup à faire ça comme tu l'as dit, tu te crames un peu ton horloge biologique. Là tu dors plus, tu passes tes week-ends à travailler. T'as toujours ce truc en arrière-plan de te dire je pourrais faire ça. T'es toujours en fait ton cerveau il est toujours en mode business. Exactement. Et c'est là où il faut que tu arrives à couper parce que d'autant plus quand tu fais des jobs créatifs. Sinon en fait t'as toujours la tête dans le guidon. T'arrives plus à être créatif je trouve. Ouais, exactement. J'ai dû faire un choix récemment de mettre en pause certains projets pour quelque temps, justement parce que je me retrouvais à me forcer à les faire et parfois même à les décaler encore et encore et encore. Donc je me suis dit, prends le temps d'avoir envie de les faire à nouveau, ennuie-toi. Et puis après, quand tu reviendras, tu seras d'autant plus contente de retrouver ces projets, quoi. Ouais, ça m'arrive des fois de. Bon après, faut toujours. Ça dépend que c'est des projets de clients, tu vois. Des fois, tu peux pas énormément repousser. Mais je trouve aussi que c'est un truc, tu vois, des fois que au début, je faisais moins. Des fois, je bloquais sur des projets. T'as ce truc de t'es plus motivé, t'as plus l'inspiration. Tu te dis quand même, je dois respecter cette deadline et tout. Et moi, je trouve l'erreur à faire dans ce cas-là, c'est de pas prévenir le client. En fait, je pense que dès que tu t'es clair sur le fait que t'as besoin de prendre quelques jours en plus et tout, pour faire un truc, pour retrouver un petit peu cette niaque, en fait, te remettre vraiment à fond dans les projets, parce que quand tu jongles entre plein de trucs, des fois, t'es plus complètement à fond. Ouais. Et du moment que t'es honnête avec tes clients, je trouve qu'ils sont toujours compréhensifs. Et je pense qu'il faut savoir aussi prendre ce recul et pas se dire que c'est un manque de professionnalisme. Parce qu'en fait, je trouve que si in fine tu sais que c'est pour que la qualité de ce que tu vas délivrer soit meilleure, je pense qu'il faut prendre cette décision, surtout quand t'es tout seul, tu peux pas faire tout, tu peux pas exactement attendre de toi de parfait, quoi. Et pareil, par rapport au fait d'un certain professionnalisme aussi qui s'apprend, il y a par exemple le fait de refuser des projets quand ils sont pas, quand c'est pas dans nos compétences, quand c'est pas à notre portée. Il faut savoir être honnête aussi. Par exemple, hier, j'ai eu une demande un peu pour tout, quelqu'un qui aimerait faire du clip, de la scénographie, beaucoup de projets, tu vois, géniaux. Et donc, je l'ai renseigné pour les clips vidéo. Et je lui ai indiqué que je pouvais les présenter des contacts de scénographes plutôt que de me dire, OK, je vais apprendre comment être scénographe en fait pour pouvoir me faire des sous.
je pense que ce professionnalisme va me permettre peut-être d'en faire un client récurrent. Il sait qu'il peut me faire confiance. Ouais. Il sait que toi, c'est pas prête à dire oui à tout, si c'est pas dans ton domaine de compétences. Et j'imagine, tu lui as dit, bah, écoutez, moi, je suis spécialisée sur ça. Et le jour où il a besoin de telle chose, bah, peut-être, effectivement, il pensera à toi. Exactement. Et, alors, je sais pas si c'est trop, les clients, comment ils sont dans le milieu audiovisuel. Moi, je sais que des fois, les clients, justement, qui te demandent plein de trucs divers et variés, ils sont là en mode, alors, j'aimerais que je fasse mon site ou mon logo. Déjà, aussi une présentation de 60 pages à faire pour après-demain et tout, machin. Des fois, en général, les clients comme ça qui te demandent des trucs un peu mirobolants, surtout, il y a le moins d'organisation, de temps en temps, le moins de budget aussi. Est-ce que toi, t'as retrouvé des trucs comme ça où beaucoup t'as dit non? À la fois parce que c'était beaucoup trop ambitieux, mais surtout parce que les moyens étaient pas là. Ouais, effectivement. Bah, en général, j'ai eu de la chance jusqu'à présent, mais ces personnes-là, elles sont vraiment en recherche de cette organisation. Elles savent elles manquent en organisation. Okay. Et même, elles en peuvent plus, elles se confient à moi, elles en peuvent plus de ça, tu vois. Et justement, bah, mon taf, c'était de leur apporter quand t'es réalisateur aussi, t'es un petit peu l'épaule, tu vois, Ouais. ton client, tes comédiens viennent pleurer. Et donc, je viens continuer un petit peu cette part du travail-là. Et je les conseille un petit peu justement dans la planification et dans surtout l'organisation, la mise en place, la priorisation de leurs idées. Ça correspond à ça. Effectivement, tu vois, ça, c'est de la scénographie. Je te conseille de t'orienter vers un spécialiste. Voici un contact. Ça fait partie du travail, je pense, en réalisation, de pouvoir guider, en fait, aussi tes clients, en plus de tes équipes. Ouais. Mais je trouve, du coup, ça démontre aussi que, enfin, c'est un choix pas évident à faire parce que c'est vraiment un poste où tu te lances, du coup, bon, bah, à ton compte, etc. Et en même temps, tu dois avoir ce truc un peu de responsabilité, de leadership où c'est toi vraiment qui dois être là pour porter le projet, mais aussi supporter, enfin comment dire, toute l'équipe, être là pour les porter vers le haut. Donc, ça a vraiment des responsabilités sur tes épaules, en fait. C'est ça, oui. Parfois, on peut même pas forcément se rendre compte des responsabilités qu'on a jusqu'au moment où ça tourne mal, où ça se passe mal. Ouais. Et là, bah, c'est à toi justement d'en prendre bah, la responsabilité une nouvelle fois, d'assumer les conséquences et d'être un peu le médiateur, le diplomate quelque part dans cette situation. C'est un poste à la fois de leadership, mais de diplomatie aussi. Et pour en revenir aux clients justement qui parfois ont pas trop d'idées, souvent j'ai eu des bonnes surprises parce que même si on annule un projet, ils nous recontactent, je vais faire une troisième campagne commerciale. Au final, on l'a fait. Ça se passe super bien. Donc j'ai eu des bonnes surprises. Par contre, ceux qui sont compliqués, c'est ceux qui te recontactent encore et encore et encore pour faire baisser ton prix. Ouais. Tu commences à, je sais pas, je vais dire un truc au pif de 150, allez, ça reste à 200. Au fait, moi, mon budget, il est de 50. Ouais, et rapidement, en général, j'essaie de demander aux gens, est-ce que vous avez un budget particulier? Je le demande quasiment tout le temps, mais très souvent, soit les gens savent pas. En fait, parce que moi, j'ai pas mal aussi de particuliers ou d'auto-entrepreneurs qui lancent leur business ou qui sont formateurs ou je sais pas, qui ont besoin de support visuel ou quoi que ce soit, qui me contactent. Et en général, c'est plus ces profils-là où peut-être dans leur tête, tout le monde en vrai a un budget, tout le monde a un prix, mais les gens hésitent à te le dire, soit parce que ils ont pas trop d'idées, c'est la première fois qu'ils contactent. En fait, c'est des gens qui n'ont pas les refs. Mais en général, c'est ça qui est le plus chiant, c'est quand les clients, ils ont pas les refs. Oui, qui connaissent pas ton les métier. marchés. Ouais. Et du coup, t'es là, t'as pas envie non plus de paraître pour quelqu'un, je sais pas, de prétentieux ou quoi, enfin, d'essayer de leur expliquer un petit peu, bah non, bah, genre, en fait, pour ce prix-là, vous allez pas avoir grand chose, etc. Mais à un moment, faut aussi, expliquer. Et c'est pour ça que j'essaie d'emmener cette discussion le plus rapidement parce qu'en fait, on peut faire plein de choses et on peut être super créatif, mais si on a, les moyens qui nous sont donnés pour développer ça, quoi. Effectivement, c'est vrai que c'est une question extrêmement compliquée. Parfois, les gens sont honnêtes et ça, c'est les meilleures conversations. Ouais. Bonjour, j'aimerais un clip, mon budget de temps. Ouais. Incroyable, là, on peut faire quelque chose. Oui. Mais ceux qui veulent t'appeler, faire une conversation en face à face, un CV, aujourd'hui, j'arrête, tu vois. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je donne mon prix directement dans un petit PDF. Voilà une fourchette de prix. Si ça t'intéresse, on s'appelle. Si c'est une fourchette qui paraît correcte, on s'appelle. Sinon, bon, bah, voilà, t'as pas trop, reviens vers moi plus tard. Ouais. Maintenant, c'est comme ça que ça se passe, parce que sinon, tu commences à négocier. Mais c'est ça. Je passe tes heures sur des zooms, des trucs et tout, à raconter ta life. Bon, après, c'est toujours un peu ça qui est comme ça. Ah ouais, c'est bon, il fallait lire, quoi, ouais. Mais en fait, le truc, c'est que c'est toujours un peu, c'est jamais trop sur quel pied danser, parce que des fois, effectivement, comme t'as dit, avec certains clients, bah, en fait, ça s'est pas produit pour la première prestation. Ensuite, il y a eu d'autres échanges, etc. Et je pense que c'est vraiment ce lien de confiance que tu arrives à amener, même quand au début t'as pas encore été payé, juste t'es dans la présentation de ce que tu peux faire, etc. Que là, les gens, je trouve, peuvent vraiment t'accorder la confiance s'ils savent justement que tu expliques bien, que tu les rassures sur leur projet, enfin, tu leur
toutes les infos que tu peux leur donner avant même de contracter, qui vont les rassurer sur se dire ok, cette personne est vraiment professionnelle, Exactement. c'est ce qu'elle fait, le contact se passe bien. Donc des fois tu te dis bon bah je vais pas renvoyer comme ça des gens qui veulent un appel et tout. Bon en général ouais, les appels tout ça je prends. J'essaye toujours à de caler ça un petit peu en mode oui j'ai une réunion dans 30 minutes, tu vois, histoire de dire qu'on s'éternise pas non plus pendant 20 ans parce que des fois t'as des gens qui te prennent un peu pour leur psy. Oui, c'est vrai. Ah, j'ai déjà passé 1 heure au téléphone, mais au final l'échange était passionnant, mais il était déjà l'heure d'aller dormir après, quoi. Ah ouais carrément. Ouais, non, des fois. Ah non, moi, ça je va prends pas. les appels, je sais pas, vers 18h30, 19h, mais Bah, écoute, des fois, ça dure 15 minutes. Ça, c'est génial aussi. Tu t'entends bien avec la personne ou tu t'entends pas du tout et tu sais qu'il y aura pas de suite. Et, enfin, ou alors, sur le niveau personnel, parce que c'est vrai que le côté humain joue beaucoup, aussi au niveau du budget. Mais des fois, tu tombes sur, bah, je dirais, entre guillemets, des perles rares. Des gens qui sont vraiment là pour l'art et qui sont prêts à, je sais pas, remuer le ciel et terre pour qu'il y ait un beau projet, cinématographique, au final, qui se passe. Et ça nous fait des échanges d'1 heure et demie. On s'appelle tous les week-ends. Mais, c'est rare, mais c'est aussi pour ça que je fais ce métier. oui. Bah, de toute façon, tu vois un peu de tout, quand Ouais. t'es à ton compte. Et c'est aussi, je trouve ça qui t'apprend beaucoup plus. En fait, en quelques mois d'être à ton compte, t'as beaucoup plus appris qu'en étant dans une boîte ou qu'en étant même en études. Enfin, je sais pas si moi à chaque fois je me dis mais j'aurais tellement dû me lancer en freelance plus tôt. En fait, j'ai l'impression que ce truc de gérer le rapport client, tu vois en fait que c'est toi qui dois apporter le cadre sur les projets, expliquer comment ça va se passer. Tu vois les attentes des gens, tu arrives au bout d'un moment à cerner ceux qui savent pas trop, qui ont pas trop le budget, etc. Enfin, ça te fait développer tous ces soft skills. Un peu, je trouve qu'ils sont Exactement. essentiels. Pour ton métier, Même en quoi. termes personnels aussi, en termes de, comment dire, professionnels, forcément, ça t'amène à évoluer aussi. Tu gagnes en maturité, beaucoup plus vite, je pense aussi. Donc ça, c'est vraiment un atout, mine de rien, après, dans ces relations personnelles, quelque part aussi, dans sa vie personnelle, dans ce que tu entreprends. Ouais. Bah, je trouve que ça amène aussi à beaucoup de maturité parce que moi, souvent, je me dis ça, même des fois sur des projets où c'est pas des sommes mirobolantes, etc. Moi, j'ai toujours ce truc de me dire, je peux pas vendre quelque chose de pas parfait. Donc, je suis pas satisfaite parce que derrière, c'est mon nom que je mets, que je signe, entre guillemets, même si je suis pas là à faire Picasso, à signer mes trucs, tu vois. Mais je trouve que forcément tu développes un petit peu cette exigence avec toi-même parce que tu sais que c'est ton nom que les gens vont retenir et c'est ta réputation en fait en tant que professionnel et même que personne, qu'individu qui est mise en jeu sur chaque prestation. Donc Et ça peut être stratégique aussi, peut-être faire un projet à plus petit budget, mais qui va te permettre d'avoir, de pouvoir signer des plus gros clients derrière parce que tu as donné un peu du tien. Et après, tu seras récompensé. Ouais. C'est un pari quelque part. Bah oui, bah j'imagine t'as dû faire ça aussi au début pour te lancer, mais moi j'acceptais plein de petits trucs, soit gratuits, soit très peu rémunérés, pour me dire bah voilà, ça va me faire mon book. Enfin oui, c'est comme ça aussi que t'arrives à faire une réputation. Le gratuit, franchement, j'ai une dent contre le gratuit, notamment pour du clip vidéo. Ça me... Ah bah toi aussi c'est des trucs, enfin moi tu vois par exemple les trucs gratuits que j'ai pu faire c'était soit vraiment pour des amis, déjà vraiment des gens que je connais. Enfin moi je fais pas payer mes amis pour tu vois genre des trucs cons, faire un logo, une carte de visite, tu vois. C'est faire je suis d'accord que c'est pas les mêmes investissements en termes de temps, de matière, de production, etc. Aussi, le matériel. Demande au moins un défraiement pour ton matériel, par exemple, si tu vas shooter quelqu'un. Après, les collaborations, c'est possible, hein, notamment en photo. Mais enfin, le conseil que je donne à ceux qui font leur premier film, qui veulent faire leur portfolio, leur première vidéo, c'est plutôt de faire des clips pour des artistes qui, au final, vont s'en servir de manière commerciale après. Et qui, du coup, vont s'attendre à ce que tout le monde leur fasse du clip pas cher. Et donc, tu pourras pas travailler là-dedans parce que tu t'es auto-niqué avec cette personne. Tu pourras plus travailler avec. Parce que si tu les fais un petit peu, un petit prix, tu vois, pas très cher, mais au projet suivant, tu auras évolué, la personne acceptera de te rémunérer et peut-être un petit peu plus également. Et sinon, tu peux aussi faire des fictions. Là, c'est des collaborations. Si ça part en festival, c'est avantageux pour tout le monde. Au contraire d'un clip vidéo où là, l'artiste va en profiter pour démarcher, pour se faire sa carrière, etc. Pour qu'il y ait des streams rémunérés sur sa musique et des publicités sur son YouTube, enfin, tu vois. Donc, toi, derrière, qu'est-ce que t'as? Des images. Donc, tu peux en faire partie des images, quoi. Du coup, t'as des strates comme ça un peu au début pour faire connaître, un petit peu mettre ton nom sur des trucs, sur des projets. Déjà se faire des contacts, hein, je pense faire plein de posts différents sur différents projets, ça peut toujours aider. C'est con, hein, mais là on est vachement dans le digital, donc quand les gens ils voient que t'as tel chef-op qui est abonné à toi sur Insta, tu connais tel réal, etc. Et ensuite peut-être que ça peut te mener à des opportunités quand tu les recroises en networking plus tard ou un tournage, ce genre de trucs. Donc oui, quelque part c'est
mettre en place différents types de stratégies. Maintenant, après, il y a pas de mode d'emploi parfait. C'est sûr. Tous les réals, ils sont arrivés d'une manière différente. Donc, c'est à toi de choisir ce qui est le mieux pour toi, au final. C'est ça qui est un peu... comme quand on est en France aussi, c'est quelque part un saut dans le vide. Tu sais pas ce qu'il y a derrière. T'essayes de jeter des filets pour prévoir l'après, quoi. Ouais. Et ouais, je dirais que c'est très important cet aspect networking sur les réseaux. Enfin, est-ce que tu peux être, tu pourrais être réel en étant timide, introverti, avoir peur d'aller au contact des gens. Enfin, comment dire, peur, c'est un grand mot, tu vois. Mais est-ce que tu dirais qu'il faut vraiment être très outgoing, faire des événements, ou est-ce que tu peux quand même arriver à te débrouiller Je pense que ça dépend des parcours. Par exemple, je sais pas si tu lances ta société de prod, t'as quelques fonds, tu démarches quelques clients, voilà, tu peux y arriver au final en étant en contact qu'avec tes clients et avec tes équipes. Mais le mieux, c'est quand même effectivement de savoir aller vers les gens, parce qu'au final, si t'as peur des gens, démarcher, c'est pas quelque chose que tu peux faire. Ouais. Et j'ai dû vaincre un petit peu cette peur également. Je sais que mon premier appel de démarchage pour savoir, oui, bonjour, vous cherchez des assistants lumière, j'ai pleuré après. Parce que... Déjà, t'as pas pleuré pendant. C'est bon. Ok, tu peux t'estimer comme ça, je me là-dessus. Bah, moi, je crois que t'allais me dire, j'étais là, ah, d'accord. J'avoue, ça va, je suis pas irrécupérable, toujours pire. Effectivement, ouais, j'ai ce côté timide et un peu anxieuse face à de nouvelles personnes, surtout en groupe, dans une networking ou pas, encore une fois. C'est compliqué, mais ça s'apprend et au final, parfois, ça peut aussi... ça peut faire du bien. T'as terminé ta session networking, tu rentres chez toi, t'as le sourire aux lèvres et c'est en se jetant dans le bain, en faisant ce dont on a peur, qu'au final, on arrive après à plus être touché par ça, quoi. Oui, c'est sûr. Au début, t'as toujours un peu peur. Mais après, t'es tellement satisfait de toi. Genre, je sais que moi, j'ai fait des petites soirées networking comme ça où j'étais invitée par des clients et vraiment, je me foutais trop la pression en mode, faut que j'ai fini mon site web, faut que j'ai des cartes de visite à donner. Genre, alors c'est le truc où genre, personne va te demander ton site web, personne va te demander ton truc parce que genre, c'est vraiment, c'est un mode informel. Les gens sont là pour vraiment discuter. En fait, tu te fais des montagnes de, il faut absolument que je paraisse professionnelle et tout. Et en vrai, bon, bah, forcément, ça te fait toujours sortir de ta zone de confort. Et sur le moment, tu peux te dire, oula, genre, moi, en plus, je suis toujours à me dire, qu'est-ce que je fais? Genre, est-ce que je vais parler à cette personne? Enfin, tu problématises trop le truc. Mais à la fin, une fois que tu l'as fait, tu te dis, OK, t'as cette satisfaction de te dire que t'as réussi à vaincre un peu une de tes peurs. Et je pense que du coup, bah, si t'es un peu comme ça, on est au moins deux exemples que tu peux te lancer en freelance en n'étant pas super à l'aise. Et je trouve justement que ce côté aussi où tu peux te faire connaître par les réseaux, bah, c'est un peu aussi l'objectif, tu vois, de mon podcast. C'est genre, on se connaissait pas avant aujourd'hui, je t'ai contacté, etc. Je me dis, ça te fait rencontrer des gens de cette façon-là. Et ça, moi, en tout cas, personnellement, ça me pousse, du coup, à vraiment aller à la rencontre des gens et chercher la rencontre, parce que si tu cherches pas, si tu restes dans ton coin, tu vas être tout seul, tu vas pas trouver de clients. Alors après, c'est vrai que avec les réseaux, si t'es plus à l'aise sur les réseaux que dans la vraie vie, tu peux facilement, je trouve, comme ça, nouer des liens, te mettre en avant, et ça peut petit à petit te donner ce sorte de surplus de confiance qui va te permettre ensuite d'aller rencontrer des gens dans la vraie vie et de... Ouais, je suis d'accord. Paradoxalement, quand j'ai commencé à faire des contenus sur Scanera, ça m'a donné un boost de confiance en moi, parce que du coup, tu vois le résultat. Ok, je suis capable de bien m'exprimer, d'être une personne normale. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire face à quelqu'un, tu vois? Parce qu'après le Covid, notamment, j'ai développé une sorte d'anxiété sociale, tu vois, bon, très légère, tu vois, mais un peu cette peur de l'autre, de la rencontre, du rejet, notamment suite à mes expériences en école, qui m'avait un petit peu, je dirais, marquée. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, tu peux pas rester bloqué par ça. Effectivement, tu es obligé d'avoir ce côté social, outgoing, d'aller vers les gens en tant qu'entrepreneur, quand tu tapes dans un domaine créatif aussi, pour vendre ton travail, pour te faire des contacts et pour te faire une équipe également et un entourage, quoi. Donc, je sais plus ce que je disais au début. Mais non, mais oui, c'est ce truc où ça te force un peu à sortir de ta zone de confort. Et moi, je trouve que, enfin, s'il y a des gens qui qui s'identifient dans ça, où t'es pas trop à l'aise, effectivement, mais t'as ce truc, quand tu te lances à ton compte, où tu deviens vraiment satisfaite de tout ce que tu fais, même si c'est des petits pas. Je trouve que ça te booste vachement ta confiance de voir que tu arrives à livrer des clients, que tu peux trouver des clients, que des gens te font confiance. En fait, petit à petit, c'est quelque chose qui se nourrit, une confiance professionnelle, une expérience, l'expertise et la notoriété sur les réseaux. De toute façon, c'est
c'est pareil, je pense que là, tu nous disais, ça fait 3 ans que tu t'es lancé en freelance et maintenant, ça commence vraiment beaucoup plus à décoller, etc. C'est un cheminement et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, qui vont pas se lancer parce que au jour J, maintenant, ils ont pas la confiance en eux, cette sorte le fait d'être à l'aise sur les réseaux, ils se disent qu'ils ont pas les contacts, etc. Mais en fait, je trouve que ça se crée quand tu te lances. Et c'est un cheminement et même si c'est pas parfait au début, au moins tu as cette satisfaction de dire que tu l'as fait par toi-même. Exactement. C'est normal de se poser des questions, mais se poser des questions, c'est être dans l'inaction et ce qu'il faut, en fait, c'est de l'action pour pouvoir avancer et pour avoir les réponses à ces questions. Donc c'est bien de se les poser, mais pose-les toi pendant que tu le fais, tu vois? Ou alors fais un petit bilan après l'avoir fait. OK, qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était un petit peu moins bien à améliorer? Mais effectivement, je me suis pas posé la question de me dire, «Je suis fatiguée, j'ai pas confiance en moi» avant de me lancer en tant que freelance, tu vois? J'ai juste fait parce que j'avais envie de le faire. Est-ce que je l'ai regretté en me disant: «Putain, c'est difficile?» Oui, mais Oui, bah, tout le monde parce que a, je pouvais pas m'en sortir sans, tu vois, restant dans l'inaction, quoi. Et toi, justement, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en freelance? C'est le fait de te dire, je suis pas fait pour être dans une boîte, j'ai envie que vraiment le temps que je passe à travailler, ça soit pour construire mon image, mon expérience, ou c'était quoi vraiment le déclencheur qui t'a fait te dire, moi, je vais me lancer en freelance? Et peut-être aussi que, je sais pas si freelance pour toi, tu vois ça comme une étape, ou est-ce que c'est une finalité en soi? Comment tu envisages la chose? Heu, c'est une bonne question. Effectivement, je vois ça comme une étape pour l'instant. Heu, excuse-moi. Donc, comme je te disais, j'ai un plan de carrière, on va dire, que je souhaite atteindre, qui est de réaliser des fictions et en fait, en œuvrant à cela, en faisant mon portfolio, je me suis rendu compte que c'est, pas forcément les fictions uniquement les fictions qui m'intéressent, mais vraiment la vidéo en soi. Donc, j'aimerais aussi faire de la publicité, des clips vidéo comme aujourd'hui et à ce moment-là, ça a un petit peu fait déclic. Je me suis dit: «Tu peux être réalisatrice sans forcément être dans le cinéma». Heu à ce moment-là, j'avais pas vraiment de contacts qui pouvaient faire appel à moi, que ce soit des potentiels clients, ou même des contacts de techniciens. Je me suis dit que c'était la bonne manière, la seule manière, de pouvoir, évoluer en étant seule, dans le milieu de l'audiovisuel. Ouais. OK, donc c'est vraiment parce que tu avais des ambitions vraiment, d'être, en haut de l'affiche, en tout cas, des remerciements, du film, quoi. Du coup, tu t'es dit: «Ça, si je suis dans une, boîte, de prod et cetera, ça va un peu freiner ce parcours-là». Tu t'es dit qu'en Ouais. créant toi-même tes propres contacts et cetera, c'est comme ça que tu allais directement dans le bain de la réalisation, en fait? Bah, en lien avec ce que je te disais tout à l'heure, effectivement, sur, le fait qu'on ne connaisse pas ton nom, merci beaucoup. Ah, parfait. Qu'on ne connaisse pas forcément ton Magnifique. nom, tu es juste monteuse dans une boîte, comme ils font appel à une dizaine de boîtes, par an, tu vois? Et Donc voilà. au final, merci beaucoup. C'est pas forcément comme ça que, on va connaître ton nom et que tu vas pouvoir montrer ton Ouais. travail. Donc mieux vaut que je fasse des plus petits projets seuls plutôt que d'avoir mon nom dans un vrai projet. Au final, je vais me noyer dans la masse et ça va pas forcément mener à des opportunités derrière parce que j'étais que, de la main-d'œuvre entre guillemets, tu vois? J'étais Mmh. assistante monteuse, j'étais pas, je sais pas, chef opératrice, enfin un poste artistique, quoi. Ouais. Et hem et c'est vrai qu'en cinéma, il y a une certaine, hiérarchie. Tu deviens, 3e assistant réalisateur, donc tu t'occupes des branchements des caméras, puis tu deviens 2e assistant où tu vas t'occuper, d'allumer cette caméra. Enfin, je tire un peu le Ah trait, ouais. mais, Ouais, 1er je vois le genre. assistant où tu vas t'occuper de faire la mise au point manuelle. Petit à petit, tu gagnes en responsabilité, le 1er assistant, une fois qu'il a ses expériences, peut devenir chef opérateur sur des projets. En tout cas, dans, l'ancienne école, on va dire, de cinéma, c'était comme ça que ça fonctionnait, avec bien sûr des parcours atypiques, hein, comme toujours, mais la hiérarchie était très, très importante et aujourd'hui, avec, je pense, l'avènement du numérique et des réseaux sociaux, tout le monde peut faire des films et donc ça nie un petit peu même si elle existe toujours sur un set, tu peux être à la fois réalisateur, directeur photo, monteur, des postes complètement opposés, ce que tu n'aurais jamais pu faire, je sais pas, dans les années, 70-80 par exemple et et c'est vrai que c'est important aujourd'hui d'être multicasquette, notamment Ouais. dans ce milieu et qu'on est un peu, une des générations qui est en train d'écrire les règles de ce que serait le cinéma, la vidéo, l'audiovisuel demain. Heu, ouais, c'est un petit peu compliqué, c'est une certaine pression aussi quelque part, bah, c'est comme, quand on dit qu'on est, une des générations qui peut faire quelque chose sur un sujet différent, Ouais. pour l'écologie, tu vois? On est les Mmh. dernières sans doute à pouvoir agir. C'est un peu du même type de pression, où tu ne sais pas vraiment où tu avances, mais tu sais que tu veux faire les choses bien, quoi. Ouais, OK. Et ça, c'est quelque chose, que tu ressens souvent, de devoir faire passer des messages importants à travers, tes productions, quoi?
Je te laisse, j'aurais envie de faire un petit aparté pour remercier Flower Brunch qui nous accueille avec grande sympathie et qui nous a fait là des petits lattés. Donc toi, t'as un café latte et moi, j'ai un matcha. Voilà. On vous recommande. C'est près de Gaîté à Montparnasse. Si vous avez envie de faire un petit tour par là. Et ouais, du coup, t'as ce truc un peu de devoir faire passer des messages importants dans ce que tu fais, ou est-ce que tu te dis, enfin, est-ce que tu vois ta profession comme pouvant apporter un changement Ouais. ou Et en retrait? souvent, les films peuvent avoir énormément d'influence sur une société ou plusieurs même sociétés, cultures. Et, euh, et je pense que c'est un terme fort, mais les films ont le pouvoir de changer le monde. Euh, que ce soit pour des choses futiles comme, je sais pas, faire parler de tout le monde du dernier Marvel, par exemple, Ouais. ou pour des choses importantes comme les causes LGBT, l'écologie, notamment par le biais de documentaires également. Ok. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais les documentaires sont essentiels, je pense, à notre société. Mhm. Et en partie aussi les reportages, donc que ce soit destinés à la télévision, qui sont d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus produits. Mais effectivement, on peut faire avancer la société grâce aux images. Et je considère aussi que c'est notre devoir de le faire quand on a un certain pouvoir. Il y a aussi les responsabilités qui vont avec. Ouais, je suis bien d'accord. La petite ref, on a capté. Et toi, du coup, le genre que tu affectionnes le plus pour faire passer des messages, t'as parlé des documentaires. Moi, faut savoir, quand j'étais au lycée, je rêvais d'être réalisatrice de documentaires. Je me disais, genre, je pourrais partir en Alaska ou je sais pas où, genre vraiment, ça, ce truc de tu dis, tu peux voyager et montrer des choses aux gens qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et des réalités, qui sont parfois loin de notre quotidien, etc. Mais t'as aussi, la fiction qui peut apporter ça en créant complètement des univers, topiques. Enfin, je sais pas, toi, c'est quel média ou façon de raconter des histoires que t'affectionnes le plus? Euh, Ça reste, je pense, quand même le fait de créer des personnages qui n'existent pas forcément. Je suis plus attirée par la fiction que Ok. le documentaire, bien que j'en consomme énormément, aussi des reportages, comme je disais. Mais ça me nourrit pour faire des fictions après. Dans le sens où je trouve qu'il y a une véritable catharsis qui s'opère grâce on va dire, au procédé dramaturgique, que ce soit dans les films, les livres. Et étant une lectrice avide de base, j'ai fait des études littéraires. Je ressens ce besoin toujours de rester dans une échappatoire quelque part à la vie réelle. Ok. J'ai noté des petites questions. C'est quoi ta journée type en tant que freelance? Alors, j'imagine peut-être que ça dépend des journées, peut-être plutôt ta semaine type, mais vas-y, je sais pas, lance-toi sur le sujet, mais comment tu t'organises? Effectivement, ça fait depuis cette année, en fait, véritablement, que j'essaie d'avoir une routine assez cadrée pour pouvoir m'apporter un équilibre de vie. Par exemple, donc ça dépend des périodes. Des fois, je vais réussir à me lever à 6 heures, des fois plus vers 6h30, 7 heures. Mais en général, je commence toujours par la mission la plus difficile de la journée, la vaisselle. C'est vrai? Je me lève, je fais mon ménage de la journée et après, je suis tranquille dans une maison propre, je me sens bien pour travailler, tu vois. Là, je fais mon ménage, l'aspie, je m'occupe des croquettes du chat et tout. J'adore manger au pigeon. Aussi, maintenant, c'est devenu ma routine. Il y a un pigeon qui se pose au bord de ma fenêtre, donc forcément, le chat. J'adore la vie parisienne par excellence. Une Anne Paris, quoi. Elle nourrit son chat, ses pigeons. J'adore ça. C'est exactement ça. Hop, j'allume mon ordi. Pendant ce temps, je vais me préparer, tu vois, mettre une tenue, même si je sors pas forcément de la journée. Je peux pas rester en pyjama. T'es plus dans ton lit, t'es pas dans ta chambre. Bouge-toi, tu vois. Tu travailles là. Donc, enfin, c'est la vie. Mais la routine, je trouve, c'est grave important. Ouais. C'est un truc qu'on néglige au début parce que t'as ce truc de te dire, forcément, t'as envie de faire plein de choses. T'as la sensation aussi que on t'attend en tournant sur plein de trucs. Du coup, tu dois être tout le temps en vue. Voilà. Et du coup, des fois, tu négliges un peu toute cette partie-là d'organisation. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que pour ta santé mentale, juste, surtout quand on est freelance et que tu travailles depuis chez toi, t'as besoin, je trouve, de se créer cet environnement où, comme tu dis, tu fais toutes tes tâches ménagères le matin. Moi, je fais pas forcément ça, mais c'est vrai que des fois, dans la journée, t'as toujours ce truc de me dire, ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais lancer tel défi, nanana. Ouais, c'est ça. Et il faut grave, je trouve, arrêter, comme tu dis, à te mettre un cadre et de te dire, je fais ça tel moment et après, focus travail. C'est ça, il y a un peu un mindset à avoir aussi entre
quand t'es chez toi en train de te reposer dans ton salon, posé devant ta télé. Par exemple, j'allume pas la télé pendant la journée, tu vois? Ouais. Ce genre de petits détails. Mais c'est pas ma maison, c'est mon lieu de travail Ouais. pendant 8 heures. Et puis après, ça devient mon appart, canapé, tranquille. Et toi, comment c'est organisé? T'as une pièce pour travailler ou c'est dans ton salon? Enfin, Yes, j'ai un bureau. Après, de temps en temps, je bouge dans le salon, histoire de changer un ouais. peu de scène, etc. Ça, c'est toujours Moi aussi, agréable. je suis trop nomade. J'arrive pas à rester à un même endroit. C'est vrai que je kiffe aller dans les coworking et tout parce qu'au moins, en fait, je sais pas, ce Travaille truc sur de un ordi changement. portable. Ouais, tout le temps. Moi, je trouve que ça choque souvent les gens. Mais moi, déjà, je suis une adepte du trackpad. Genre, je ne peux pas taffer avec la souris. Et du coup, souvent, il y a des gens, ils captent pas que je suis vraiment en train de taffer. Genre, ils pensent que c'est pas possible. Je te jure, mais des fois, même, je travaillais dans une agence. Enfin, j'ai fait ça pendant une mission d'1 mois. Et moi, faut savoir que chez moi, tu sais, j'ai acheté le trackpad, d'Apple, mais à côté. Genre, comme ça, je surélève mon ordi. Et je suis comme ça et tout. Et ils me regardaient, ça fait, mais tu fais vraiment du Photoshop sur le trackpad. Donc, moi, je suis un peu tout terrain. Je suis un peu tout terrain parce que je peux vraiment taffer. Bon, après, c'est sûr que c'est pas méga agréable d'être comme ça sur ton ordi. Genre, Oui, c'est mais juste la taille, au quoi. moins, je trouve que ça t'apporte ce truc de vraiment, tu peux bouger, t'es flexible. Enfin, et après, faut trouver, comme tu dis, ce juste milieu entre le côté flexible et faut quand même un moment t'apporter un cadre parce que sinon, Ouais, effectivement, en l'occurrence, je travaille dans un bureau et je me suis pris un ordi fixe aussi, il y a 2 ans, qui m'a aussi énormément aidé à apporter ce cadre dans mon travail. Et maintenant, mon ordi portable, j'utilise soit quand je suis en déplacement ou même, pour aller à des coworks, soit, bah, surtout pour regarder Netflix, tu vois, le ouais. soir, en termes personnels. Et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien de pas avoir ta vie personnelle, ton Netflix mélangé, enfin, ton onglet Netflix mélangé à, je sais pas, ta page Notion avec ton CRM. Tu ouvres ton ordi le soir, tu as ton CRM dessus. Ah! Ça te fait un gros poids, Ouais. quoi. C'est dur, voilà. Ouais, c'est Mais, vrai. d'un autre côté, du coup, bah, ça fait que ça me force un petit peu plus, du coup, à être encore plus chez moi, Ouais. sur un ordi fixe. Donc, par exemple, avec des missions de montage et tout, bah, je passe 8 heures, d'affilée chez toi. Mmh. Tu en as un peu marre au bout d'un moment. Ouais. Et justement, est-ce que là, actuellement, tu dirais que tu as trouvé ton organisation parfaite ou tu trouves qu'il y a encore justement des choses à changer, peut-être en termes de, peut-être tu te sens trop solitaire du fait de rester chez toi ou tu as des choses encore que tu aimerais améliorer dans ton setup? Je sais pas, c'est comment tu t'imagines ton setup parfait, ton organisation C'est parfaite, des si c'est questions, pas le cas. que je suis en train de me poser C'est vrai? actuellement. Ouais, OK. exactement. Effectivement, je me suis bougée un petit peu par rapport au fait de voir des gens, parce qu'on se rend pas compte, mais on peut s'enfermer un petit peu, chez soi dans la solitude. Ouais. J'ai dit: «Attends, ça fait 2 semaines, que je suis pas sortie de la maison, moi, à part pour aller faire Ouais. des courses. C'est pas ouf». Donc ça, j'essaye de plus le faire. Et je sais pas ce que je voulais dire. Oh non, désolée, j'ai oublié une Non, partie de la t'inquiète. question. Mais bah, que tu trouvais ton setup parfait. C'est ça. C'est ça l'idée. L'équilibre parfait, le setup parfait, effectivement, je pense que la routine parfaite, elle sera toujours en cours de travail parce Ouais. que même typiquement, bah, il y a les différentes saisons lors desquelles, Ouais. tu te lèves pas au même moment, tu as une énergie différente, notamment en hiver. Donc il faut savoir adapter et pas, s'en vouloir si tu arrives pas à Ouais. suivre Je suis strictement, grave la d'accord. routine que tu t'imposes entre guillemets. Enfin, tu te l'imposes pas. Tu la suis parce que ça te fait du bien. Mmh. Et niveau setup, je pense que je suis bien. Maintenant, ça manque un petit peu de déco, je vais pas te C'est mentir, vrai? dans le bureau. J'adore les plantes, tu vois? J'adore être entourée de plantes, donc c'est pour ça que des Mmh. fois, je me lève du bureau et je vais taper dans le salon sur mon ordi portable. Même s'il est hyper petit, Mmh. je me sens juste plus créative Mais des et fois, en peut-être, fait, c'est ça. Le truc, des ouais. fois, juste de changer. Moi, tu sais, je me suis acheté le petit truc Ikea, là, qui peut changer d'auteur. Mmh. Parce que pour le moment, c'est vraiment un peu, moi, je trimballe. J'ai pas trop d'appart fixe. Je suis entre chez mon copain à Paris et mes parents, près de Nantes. Et du OK. coup, j'ai toujours un peu ce truc où je taffe, bon, quand je suis chez mes parents, j'ai un peu plus organisé le truc. Mais quand je suis sur Paris, c'est vraiment très, improvisé, on va dire. Mais des fois, tu ce truc où juste le fait de travailler debout, moi, ça me met complètement dans un autre, état d'esprit. Je te jure. Et des fois, des trucs où j'étais bloquée, genre, tu sais, juste le fait d'être un peu avachie dans ton canapé et tout, des fois, je me dis, mais rien que le fait de se lever, de taffer comme ça, et c'est vrai que je suis beaucoup plus en mouvement. Donc des fois, vraiment, le setup peut grave influer sur ton état d'esprit et du coup ta productivité. Je suis Et d'accord. ça dépend des tâches et tout. Mais typiquement, moi, je sais pas, genre répondre rapidement à des mails, j'arrive à être beaucoup plus efficace quand je suis debout. Je me dis, vas-y, je sais pas pourquoi. Genre, je sais pas, je me dis, je suis juste là dans l'instant T, je dois répondre à ce mail. Maintenant, tu vois, t'as pas ce truc de passif. T'es, Au bout d'un moment, tu es fatigué de rester tout le temps debout, donc forcément, tu sais que, la ouais. tâche, elle doit prendre fin Mmh. rapidement si tu veux pas avoir mal au dos ou un truc comme Mmh. ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai aussi un peu ce truc de culpabilité de me dire, c'est pas possible là de rester chez soi autant de temps. Genre, faut voir des gens, faut se bouger, faut rien que pour. En fait, aussi le truc qui m'a fait passer, faut que je taffe debout des fois, c'est que je me disais, mais déjà, je passe 8 heures allongée à dormir. Ensuite, je me lève pour aller m'asseoir, pour passer, je sais pas combien de temps assise, pour ensuite me relever, pour aller faire à manger, pour m'asseoir, manger. Et je me suis dit, mais
Je sais pas. Moi, Ouais, c'est je un suis truc d'accord que avec j'avais toi. grave besoin de mettre en place des routines pour bouger un peu, tu vois. Mais il faut s'en rendre compte effectivement parce que là, on est jeune, on a la vingtaine, mais bon, quand on aura 30 ans, est-ce qu'on pourra, «survivre» entre guillemets au fait Quand on de sera travailler vieux, qu'on aura 30 ans, tu vois. non, mais je pense déjà dans 10 ans, mais imagine, 20 ans après, Ouais. et cetera, tu vois? Donc déjà, c'est sûr que tu peux pas tenir, 10 ans si tous les soirs, tu vois ce que je veux dire, tu t'imposes des Mmh. horaires de travail horribles, comme tu as dit, Ouais. tu passes la journée, assis ou allongé. Mmh. Typiquement là, ça fait, quelques semaines que je me suis inscrite à la salle. Pour l'instant, j'y vais qu'1 fois par semaine. Well done. Réinscrite parce que faut que je tienne plus On de connaît, moi. tu t'inquiètes, le truc où au début de l'année, là, septembre, c'est la rentrée, tu te dis: «Allez, j'y vais, c'est moi, c'est mon En année, février, il y a tu plus vas voir personne. les squats et tout, c'est mon année». Non, mais on connaît, on connaît. Ouais, mais vraiment pour, comment dire? Pour une question de bien-être personnel, quoi. Pour pouvoir, bouger, mes muscles parce que je sais que je passe, 8 heures, 10 heures par jour sur un ordi et c'est pas possible. J'ai déjà des douleurs lombaires, tu vois? C'est impossible. Ouais. J'ai 26 ans. Ouais, j'allais te demander, écoute, bah, écoute, j'ai 25, donc on a à peu près le même âge. Et toi, t'es plus efficace le matin, le soir, ou est-ce que c'est quoi tes journées un peu en termes d'horaire? Quel moment t'es le plus En productif? termes d'horaire, de 6 heures à 7 heures, 7h30, où je m'occupe de mon ménage, du réveil, J'ai une lève tôt. tranquille. Ouais, lève-tôt vraiment. J'adore. Avant, j'étais une couche tard et puis le jour où j'ai essayé, je me suis dit: «Waouh, mais c'est trop agréable de voir le soleil se lever» et puis je me sens beaucoup plus, pleine d'énergie Ouais, moi aussi, j'adore. que, le soir, par exemple, l'après-midi, c'est impossible pour moi de me mettre dans des tâches créatives d'écriture, ou de faire un devis et Ouais. cetera. Ça me demande trop d'énergie, de force mentale, on va dire, de capacité Ah, mais mentale. alors, bah, écoute, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et moi, c'est vraiment mon organisation parfaite, c'était vraiment bon, après, franchement, j'avais atteint le summum quand j'étais à Malte, parce que j'ai vécu 3 ans à Malte. Ah, trop bien! Et vraiment, bon, là, quand tu voyais le soleil se lever, il était vraiment là. À Paris, des fois, il y a des jours, le soleil est censé se lever, mais des nuages ça t'empêche. Et là, au moins, j'avais vraiment ce truc de, tu te levais tôt, t'avais l'impression d'avoir un peu la journée pour toi. Et effectivement, moi, souvent, à partir de 17, 18 heures, mais faut même pas me demander, genre, je suis bonne à faire les trucs, tu sais, il y a des trucs vraiment que, du coup, je m'organise en fonction et je me laisse à faire le soir, genre, répondre vite fait à des mails, tu sais, les trucs, des fois, qui te coupent dans ta journée. J'aime bien faire les gros blocs, moi, vraiment, je sais pas comment dire, mais importants et créatifs Ouais. le matin, parce que je sais que c'est là où toute mon attention va être disponible. Et repousser au plus tard, en fait, toutes les petites tâches un peu parasites, administratives, etc., qui vont me couper. Et en fait, j'ai pas besoin d'être super alerte pour répondre à un mail, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais en termes de créativité, c'est moins que ce truc où t'es là, genre, ok, il faut que je trouve un petit peu des mood boards, qu'est-ce que je veux faire pour ce projet, comment, quelle couleur et tout, machin. C'est pareil. Et du coup, souvent, ce que je faisais, c'est que j'arrêtais même le taf des fois vers 17 heures quand je savais que c'était fini, Ouais. et j'allais prendre une petite heure, tu vois, pour faire le sport, etc. Et du coup, j'avais moi cette organisation où vraiment dès 6h30, 7 heures, j'étais au taquet sur mon ordi, et tous les trucs un peu où pas besoin de beaucoup d'esprit, enfin comment dire, de capacité mentale, je faisais le soir, le sport, tous les trucs un peu bien-être, ranger son appart, faire la cuisine et tout. Et t'as trop ce truc où t'as l'impression que tu profites vraiment de ta journée à ce Je suis moment-là, tu vois. d'accord, ouais, complètement. Effectivement, je suis un peu pareil, avec toutes les tâches, qui demandent beaucoup d'énergie le matin, comme répondre aux clients également et Mm. l'après-midi, la seule chose que je peux faire, c'est soit des tâches où il y a pas vraiment de deadline, soit du montage. Ouais. Là, je sais que je peux mettre, la plus grosse partie de mon cerveau en off et vraiment me concentrer sur, faire un truc que j'adore, tu vois? Mm. Et paradoxalement, c'est un peu comme des sessions de thérapie. Enfin, tu trop bien, tu fais ton petit Mais est-ce que montage. tu écoutes de la musique ou des podcasts pendant que tu montes? Ah ouais, je ne peux pas vivre sans avoir Ouais, la moi aussi, vidéo en pareil. fond. Ça, j'essaie de lutter contre. Mais du coup, j'essaie de consommer du contenu, qui soit, quand même assez, positif pour Instructif, moi, ouais. instructif et cetera. Parce que c'est vrai que souvent, tu peux tomber dans des périodes de doom scrolling où tu regardes, Ouais. je sais pas, des reportages, sur des trucs, assez tristes ou, difficiles, des histoires de meurtres, ce genre de choses qui sont très bien, tu vois? Ouais. Très bien regardées, très importantes. T'écoutes des trucs, comment ça s'appelle, cold crime ou les trucs cold case, là. Ouais, et quand tu tombes dans ce genre de spirale, franchement, éloigne-toi parce qu'au final, c'est Ouais, hyper en fait, ça te anxiogène, prend quoi. trop. Ouais, ça te Puis prend la aussi, tête. des fois, enfin, bon, je sais pas, en termes de montage, des fois, mais si tu peux vraiment être en mode couper ton cerveau et complètement écouter une autre histoire. Mmh. Mais des fois, je sens que, parce que moi, j'ai aussi un peu ce truc de me motiver, des fois, pour faire des tâches que j'ai un peu la flemme et qui sont un peu, pas trop besoin d'être concentré. Je me dis, bah, vas-y, si je trouve une bonne interview, un truc qui me fait plaisir d'écouter, ça va me motiver à faire la tâche. Mais des fois, quand c'est trop prenant, trop, suspense, divertissant et tout, Ça dans tes en fait, je iPods. suis là à switcher des onglets. En fait, mais je suis en train de regarder la vidéo, là, non, c'est pas possible, on se concentrer sur Photoshop, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu le
de refaire Souvent, j'essaye de mettre des trucs un petit peu genre je sais pas, des stratégies de marketing, des cours sur le marketing que j'écoute pas, et du coup, qui viennent s'intégrer en fond. C'est l'inconscient. Exactement, ça va travailler derrière. Oh, pardon. Ou alors je sais pas, si j'aime bien les histoires paranormales aussi, ce genre de trucs quand je fais des montages. Mais t'as souvent besoin du son, donc au final, le silence, y a rien de mieux. Ouais, bien chier. Ça fait déjà un petit moment qu'on papote et j'ai envie de te poser des questions un peu plus personnelles. C'est quoi ton plus gros fail, genre dans ton expérience de freelance, genre le truc qui t'a Attends. plus Gros fail. où tu t'es dit genre c'est pas possible, un truc qui te fout un peu la honte quand tu y repenses, mais tu te dis heureusement je suis passée par là. Aujourd'hui, ça va mieux. Peut-être une expérience difficile cette année, Ah oui? mais de laquelle je pense avec mon équipe, on a appris beaucoup de leçons. Euh, c'est qu'on a eu beaucoup de red flags avec un potentiel client pour un projet, Ouais. mais un projet qui à la fois était important pour nous en termes de messages, et on avait aussi besoin d'images, tu vois, tout simplement. On a besoin de travailler et d'argent. Ouais. Et en fait, parmi les red flags, on a choisi de les ignorer délibérément parce que vraiment ils se voyaient comme, enfin le nez sur la figure, et on a choisi de les ignorer, on a choisi de baisser nos Parce tarifs que c'était également. quoi du coup tu te disais j'ai besoin de faire ce projet avec cette personne, ça va me porter visibilité, ou ça va me porter ce projet à mon portfolio, ou un peu de thunes à ce moment-là. Enfin, La c'était quoi façon le... dont je l'interprète, c'est que, bah, il y a des rapaces partout, tu vois? Ouais. Et c'était quelqu'un qui, a usé en quelque sorte de manipulation, de stratégie de négociation, parce qu'elle savait, cette personne, qu'elle était face à des personnes encore inexpérimentées dans le Oui. business, tandis qu'elle, elle avait Oui, une puis qui était dans certaine le expérience. besoin de faire des projets, Exactement, quoi. Enfin, qui avait envie de travailler, quoi. exactement, et on a eu plusieurs red flags, notamment le fait que, il, crachait énormément sur les anciens collaborateurs, une équipe de tournage qu'il avait eue avant. Ça fait... Ils ont pas bien fait le travail, ils se sont barrés, ils m'ont rien dit, et cetera. Mm. Et puis, quand on a terminé cette prestation, on s'est rendu compte que peut-être que l'équipe était partie pour une raison. Bah ouais. Parce que nous aussi, on est partis à la fin. Comme dit Orelsan, quand t'as plein de problèmes avec des gens, peut-être le problème c'est toi, tu vois. Genre, si ça se répète et tout. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Et ouais, non, ça c'est vrai red flag. Et moi je trouve ce qui est encore plus red flag, c'est les gens qui parlent mal de leurs collaborateurs. Genre moi ça m'est déjà arrivé au tel. C'est un gars, en gros, j'étais en contact avec, je pense, son assistant, enfin, en tout cas, ça avait une -1, quoi, qui m'avait un petit peu donné les infos et tout, mais qui m'avait dit, Robert, non, c'est un nom d'emprunt, Robert va t'appeler, parce que, voilà, il signé, c'est avec lui que tu vas taffer et tout. Et, Robert m'appelle et me dit, oui, du coup, vous avez vu ça avec, Nathalie, on va l'appeler. Et, je dis, oui, oui, bah, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça et tout. Mais il dit, mais elle vous a pas dit ça? Oh là là, mais comment elle a fait pour pas voir ça? Elle a de la merde dans les yeux ou quoi? Je te Ah ouais. mec, comment tu parles comme ça de la meuf avec qui tu travailles? Je me dis, c'est un peu red flag. Donc, genre, moi, je vous conseillerais de, si jamais c'est vraiment très intéressant, genre un grand nom pour mettre dans votre portfolio ou de la grosse thune, ok, pourquoi pas. Mais je pense qu'in fine, c'est pas des relations long terme. C'est ça. Enfin, En vrai, si on tombe sur ce genre de client, faut pas baisser son tarif, mais l'augmenter parce que ouais. faudra que j'en casse derrière, quoi. Mais c'est ça. En fait, et en plus en général, c'est des gens. Le plus ils sont désagréables, le plus ils sont exigeants, mais ils voient pas en fait tout ce que tu fais. Et des fois, ils ont tendance un peu à, bah, comme tu dis, à défendre les gens avec qui ils ont travaillé précédemment. Et tu te dis, bah, ils peuvent très bien le faire avec nous. Comment dire, bah ouais, niquer un peu, critiquer vraiment ce que tu fais. Ok. Et donc ça, c'est vraiment la pire expérience. Donc le gars, quoi, in fine, il vous a quand même payé. Enfin, je dirais en soi, Oui, in fine, le bon, il y projet s'est avait quand même passé. certains aspects où il était réglo, tout le monde a été payé dans les temps, et cetera. Le tournage s'est bien passé. Mais du coup, il était réglo pour que ça puisse faire passer d'autres trucs derrière, tu vois? Donc c'est vrai que c'était une expérience quand même importante, qui m'a appris en tout cas de bonnes leçons. Ouais. Notamment sur, bah, le fait que tu pas obligé d'accepter des projets, même si, ça peut être dur sur le moment. Heu, Bah, si derrière tu prends un coup dans ton business, et dans ta vie perso, ça vaut pas le coup. Ouais. De toute façon, ouais, il faut passer par là, je pense, d'avoir des mauvaises expériences c'est vrai. pour après avoir bah, les comment dire les red flags pour pouvoir mieux te rendre compte des choses qui se passent pas bien, qui devraient pas se passer comme ça, avoir cette expérience pour aussi un petit peu te protéger, savoir comment réagir, etc. Et puis surtout là dans cette expérience, en vrai, toi, t'avais rien à te reprocher en soi. C'est plus que ouais, voilà, je veux dire, c'est un fait parce qu'en fait, le client en face n'a pas les bonnes refs. Oui, c'est ça. Mais toi, en gros, ça va, c'est un fail. C'est pas un fail qui te fout la honte, en vrai. Ça va. Est-ce que t'as eu d'autres fails où c'était vraiment en mode genre, waouh, La honte de la honte. ou genre tu pensais que tu parlais d'un truc et en fait les gens se rendaient compte qu'en fait c'était pas de ça, genre je sais pas.
Non, les faits, c'est plus des hontes envers moi-même, tu vois? Genre, mettre, 2 semaines à répondre à un prospect et qu'ils te disent au téléphone: «Ouais, du coup, j'ai parlé à d'autres réals entre-temps», bon, ça fait un peu mal, tu vois? Mais après pareil, c'est Quand ça fait mal, t'apprends, quoi. c'est ça. C'est ça le truc. OK. Et à l'inverse, c'est quoi ton plus beau souvenir, de tournage ou, ta plus belle rencontre, quelque chose comme ça? Un plus beau souvenir de tournage, J'imagine, il doit y en avoir plein. ouais, il y en a beaucoup, ça c'est une très bonne chose. Effectivement, on fait ça pour vraiment les moments, humains qu'on vit. Heu C'est très difficile d'en citer un. Mais je pense à chaque tournage, on fait une super rencontre. Bah, comme par exemple mon collègue Wilfried qui est présent pour la OK. tournée des vidéos making of, avec qui aujourd'hui on travaille souvent ensemble. On s'est rencontrés sur un projet bénévole, un Nikon, enfin un film pour le Nikon Film Festival. OK. Et aujourd'hui on fait des projets professionnels ensemble et on s'aide aussi dans nos business. On est devenus amis aussi. Enfin c'est vraiment Ça, c'est trop bien l'entraide, quand tu rencontres des gens avec qui ça match et tout, tu peux aller tellement plus loin et exactement, ouais. mmh, Tu te dis ça vaut le coup de m'être lancée, d'avoir fait ce projet, même si j'ai peut-être pas eu de rétribution. Au final, ça nous a forgés et c'est un pari pour l'avenir encore une fois, quoi. ouais, OK. Donc toi, c'est plus des rencontres que tu retiens que, un je sais pas, un lieu de tournage, incroyable, Oui, je pense, ouais. Plutôt les rencontres, les moments passés. Par exemple, Wilfried qui a eu des pressions quand on tournait un plan, bah, justement sur ce projet qui avec le client, c'est mal passé, mais sur le tournage, on a vécu un moment hyper intense, ouais, quoi. Donc au final, ça vaut le coup. OK. Et c'est quoi, le projet de tes rêves? Genre, le film là, est-ce que c'est un film? C'est un long métrage, un court métrage? C'est, quelque chose du coup plus de la fiction? Est-ce que tu as une idée genre de je sais pas, d'un environnement, je sais pas, genre, j'en sais rien moi, aller tourner en Nouvelle-Zélande, je dis n'importe quoi, est-ce qu'il y a un truc comme ça qui t'anime et tu te réveilles le matin, tu te dis: «Un jour, je ferai ça»? Ah ouais, je pense avoir un de ces rêves, ce serait de pouvoir, tourner dans les studios au Maroc, OK. et pourquoi pas aussi même au Brésil, en Amazonie, pour un film, fantastique, je dirais, ou science-fiction, vraiment, OK, ce serait un rêve. trop bien. Et si tu devais faire une autobiographie, Oh là là, comment tu l'appellerais? Quel serait le titre de son autobiographie? c'est une très bonne question. Comment je l'appellerais? Je trouve que c'est marrant comme question. Je peux revenir vers toi dans un mois? Donc, comment t'appellerais la tienne, toi? Alors, Ça me laisse moi, pas franchement, tu sais que des fois, bien fait pour toi. Alors, j'ai mon ami derrière la caméra qui me dit que je devrais appeler ça bien fait pour toi. Pourquoi pas? Mais je ne sais pas si je voudrais vraiment donner cet esprit de revanche, mais je sais pas. Moi, je sais que, pareil comme toi, j'étais un peu, quand j'étais petite, j'adorais lire, écrire et tout. J'avais je sais pas combien de journal et je sais que une fois, j'avais trouvé une idée, je m'étais dit: «Waouh, ce serait un trop beau titre, de livre». Genre, le jour où j'écris un livre, je m'étais dit: «J'appellerais ça La vie en prose» ou genre «La vie en prose» ou un truc comme ça. Mais je trouve que c'est trop surfait, quoi. Mais ça, c'est un truc que je te dis, genre, Ah ouais, mais j'adore les jeux de mots, là, là. moi, je suis, madame jeu de mots. Vraiment, à chaque fois, j'essaye de trouver des jeux de mots avec les trucs que j'entends. Mais bon, je trouve que c'est grave surfait. Et j'ai eu cette idée quand j'avais 10 ans, tu vois, donc ça mériterait d'y repenser. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, déjà, rien que pour trouver le nom de mon podcast, de base, c'était un peu dur, tu vois, mais je sais pas. Je sais pas trop. Ah, c'est dur comme question. Ouais, c'est dur. Je Mais pense toi, c'est que quoi le côté que t'aimerais le plus accentuer, genre? T'aimerais montrer ta vie comme, bon là, hein, ta vie, mais on peut peut-être centrer rien que sur l'expérience de freelance, par exemple. Alors, qu'est-ce qui te fait te rendre le plus fier? C'est le côté cheminement personnel, l'accomplissement d'un objectif, tu vois? Est-ce que tu donnerais plus le nom d'un projet ou en mode continuer tout droit, petit pas par petit pas, vous gravirez les montagnes. Genre, je sais pas, c'est quoi c'est une bonne question, l'esprit que t'aimerais effectivement. donner? Je pense que je serais plus intéressée, tu sais, par le fait qu'il y ait un livre écrit sur un de mes films qui porte le nom de ce film, effectivement, Ouais. qui du coup, bah, Ok. décrivent en quoi ça vient de moi à l'intérieur, de par mon vécu, Mhm. plutôt qu'un mémoire, puis une autobiographie à mon nom, qui porterait le nom de ma Ouais. vie. C'est vrai que ça pourrait m'intéresser beaucoup plus, un gros «et de riz», tu vois? Et là, il y a toute ma filmographie à l'intérieur qui est tu te dis: «Oh non, là, j'en travaille». Ouais, bah oui, c'est sûr. Une fois que tu seras une star, voilà, ce sera juste le nom, ton blaze, voilà. Ah, j'adore. C'est quoi la chose que t'aimes le plus dans ton taf? Heu, je dirais les sentiments et les sensations. Je saurais pas dire lequel des 2 est le plus Ok. fort que ça t'apporte. Quand tu vois ton plan se faire, quand tes idées, prennent vie,
quand ton équipe travaille dur et que tu as ce résultat, quand tu vois le sourire sur les visages de tes clients, de tes équipes, quand tu vois tes comédiens se donner à fond et vivre des choses incroyables pour que ton projet voit le jour. Je pense que c'est vraiment ces moments-là, ces sensations-là, cette béatitude incroyable, cette gratitude que tu ressens, enfin ce plein d'adrénaline, ce plein d'émotions, ce tout plein d'émotions que tu ressens qui vraiment m'intéresse. Un peu comme quand tu es devant un film et que tu pleures avec le personnage, que tu rigoles avec lui. Enfin, c'est vraiment d'être emporté par ce sentiment, quoi. Ok. Et du coup, aussi un peu le côté faire vivre ces émotions à travers le film, si tu disais le côté quand tu as envie de pleurer avec le personnage, Oui, etc. faire sa catharsis, effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ok, ok. Euh, C'est quoi le ratio, tu dirais, inspiration-production dans ton taf? C'est-à-dire? Est-ce que t'as l'impression que tu dois plus travailler enfin, comment dire, le côté où tu es en mode petite main, où tu t'organises des trucs, etc. Et quel rôle joue vraiment l'inspiration, la créativité? Est-ce que tu as besoin de beaucoup la développer? Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves dans toutes les étapes forcément du scénario, mais du tournage, etc. Est-ce que tu as ce besoin vraiment de cultiver ta créativité? Ou est-ce que tu te vois plus comme une technicienne et tu réalises les choses C'est une très bonne question. Effectivement, pour répondre sur la créativité en premier, je pense que c'est quelque chose qui ne s'entraîne pas forcément. Tu peux pas te poser et te dire, OK, je vais écrire ça ou je vais dessiner ça aujourd'hui. Et c'est quelque chose que tu travailles en arrière-plan. Et effectivement, du coup, tu y travailles pendant toutes les phases de production qui sont une plus grosse charge du travail, enfin une plus grosse masse de travail qu'effectivement la partie créativité où tu mets en place les plans, où tu prépares ta shortlist, tu réfléchis, tu fais des moodboards. C'est vrai que la production, la budgétisation, les moyens techniques à mettre en place, l'équipe que tu as et donc les moyens que tu peux mettre, les ambitions que tu peux mettre en image, tout ça, ça encadre, non pas brider, mais ça encadre ta créativité. Et une fois que tu as mis en place tous les moyens, au final, ça, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai. J'ai jamais de problème à écrire un scénario. Une fois que tout est écrit en amont, ou alors une shortlist pour un découpage technique pour un client, on s'est d'abord occupé du budget, des lieux, des tenues, etc. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à écrire les images qui étaient déjà dans ma tête dès le départ, quoi. Ok. Donc même si la partie de production prend plus de place, étant donné que je réalise ces projets à la fin, oui, la créativité, l'inspiration travaille pendant tout le long jusqu'au résultat final. Ouais. Et c'est un métier que tu peux pas faire sans cet aspect créativité ou très peu. Ou alors tu fais un travail journalistique où tu racontes juste la réalité, quoi, mais... Oui, je pense qu'il y a différents dosages entre guillemets de créativité dans le sens où il y a quand même beaucoup de codes. C'est hyper codifié sur le format que tu choisis, que ce soit un documentaire, une fiction, un court-métrage, un long-métrage, mais aussi le genre, un thriller, une comédie, etc. Donc au final, ta créativité a très 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 peu de place pour s'exprimer. Euh, mais c'est aussi l'avantage parce que du coup tu sais où l'orienter et tu sais filtrer aussi, ce qui est une bonne idée ou une mauvaise idée au final. Ok. Trop bien. Bah écoute, je pense que l'interview va toucher à sa fin. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était trop bien. Merci Ilona pour toutes tes réponses. Et est-ce qu'on peut renvoyer les gens quelque part si jamais ils souhaitent en savoir plus sur ce que tu fais ou te suivre? Bien sûr. Alors, je suis sur Instagram et TikTok où je partage des contenus en format court, en Ok. faisant des conseils sur les tournages, au même nom, Ilona Edori. Et je me suis mise récemment à YouTube également, où là, c'est des conseils en format long, vraiment sur comment tourner, comment produire des films ou des clips vidéo. Trop bien. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu cette interview, les amis. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Coworking. On remercie encore Flower Brunch. Et à vite.